bêtises, c'est ça? Si. On a quand même une certaine liberté. Et voilà, alors je suis ravi de vous accueillir pour la première après-confinement. Et nous allons parler de l'utilisation des instruments en astronomie. Et c'est à l'usage des personnes qui ne connaissent pas le sujet, hein, qui n'ont jamais utilisé un instrument à part leurs yeux pour regarder dans le ciel. Donc on va faire un petit peu l'inventaire de tout ça, quels sont les instruments qu'on utilise, à la fois nos propres yeux et puis les aides qu'on peut avoir, par exemple avec les jumelles, avec les lunettes astronomiques, le télescope, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Alors, donc dans un premier temps, les instruments, leur usage ensuite. On verra un petit peu comment on s'y prend pour observer le ciel à l'œil nu et à la jumelle, quels sont les meilleurs modes d'utilisation, quels sont les meilleurs outils et comment on s'en sert. Et puis ensuite, dans le prolongement de tout ça, l'observation à la lunette et au télescope. Donc tout d'abord les instruments, et on va commencer par celui qui nous intéresse le plus, puisqu'il nous servira dans tous les autres cas, c'est l'œil. Alors l'œil, ça a l'avantage d'être un instrument qui est très précis, qui est très sensible, et qui en plus, on a de la chance, il est gratuit. À part la maintenance parfois chez l'ophtalmo, voilà, encore c'est pris en charge par la Sécu, c'est le seul instrument d'astronomie qui sera dans ce cas. Hein. N'attendez rien, n'attendez rien d'identique, je dirais, pour tous les autres instruments qu'on abordera par la suite. Alors l'œil, oui, il a un intérêt. Donc c'est un instrument optique, il est vivant. Vous le connaissez bien parce que vous l'utilisez depuis votre naissance. Hein, donc on ne va pas vous apprendre grand-chose sur la façon dont ça fonctionne. Hein, vous êtes à même de vous en rendre compte. Alors il s'adapte, alors ça c'est vrai, et automatiquement, hein, au mieux, et automatiquement, selon les circonstances, selon qu'il fait jour, selon qu'il fait nuit, selon ce que vous voulez observer près ou lointain. Peut-être que je me pousse parce que personne ne... Voilà. Les anomalies les plus courantes, on les corrige. Hein. Je vois qu'il y a pas mal de porteurs de lunettes. Les porteurs de lunettes savent très bien que quand on observe le ciel sans ces lunettes, on voit des espèces de mouchetis absolument infâmes. Et quand on met les lunettes, c'est le miracle. On retrouve des étoiles ponctuelles. Et ça, c'est intéressant. On peut corriger les défauts de l'œil, donc. Et puis alors, dans l'obscurité, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'œil peut gagner énormément en sensibilité. On le voit là, on peut atteindre environ 200 000 fois la sensibilité en vision nocturne par rapport à la vision diurne. Et de deux manières. Premièrement, grâce à l'accroissement du diamètre des pupilles, il y a une pupille fermée en pleine lumière quand on est en extérieur. Ça tourne autour d'environ 1 mm, et quand on est toujours en extérieur mais en pleine nuit et sans lune et sans éclairage public et je dirais même sans aucune pollution lumineuse, on peut atteindre les 6 mm, parfois même les franchir. Hein. Et ça c'est la première chose, et surtout, et ça c'est très important, la formation du pourpre rétinien. Vous verrez que le pourpre rétinien c'est quelque chose qui... Quand on regarde le fond de l'œil d'un animal, par exemple, vous l'éclairez avec vos phares de voiture, vous voyez que le pourpre rétinien n'est pas forcément pourpre, il est parfois vert. Si vous avez un chat en face de vous, vous verrez que le pourpre n'est pas pourpre, mais il est vert. Et donc c'est ce qui tapisse le fond de l'œil, et c'est ce qui permet justement d'avoir la sensibilité nocturne. Alors c'est quelque chose qui n'est pas constant, le pourpre rétinien, et heureusement, parce qu'on serait tout le temps ébloui. C'est quelque chose qui se constitue quand on en a besoin. Or, le problème du pourpre rétinien, c'est qu'il faut un certain temps pour qu'il se constitue. Et donc, il faut environ à peu près 1 heure, je dirais, au total, pour avoir un pourpre rétinien 100% opérationnel. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes privé d'observation nocturne en attendant que ça arrive. Au bout d'1 quart d'heure, vous pouvez commencer à observer. Au bout d'1 quart d'heure, je dirais, de privation de lumière forte, vers un passage à un endroit où vous avez le ciel et puis une absence totale de lumière. Donc voilà, hein, 1 quart d'heure de minimum est nécessaire pour commencer l'observation des astres faibles.
Alors les astres faibles, ça veut dire bon, les étoiles les plus faibles, hein, les magnitudes 5 et 6, on verra ce que c'est que ça, et puis les principaux objets visibles à l'œil nu dans le ciel, par exemple l'amas double de Persée, par exemple la galaxie spirale d'Andromède, vous voyez, ou des objets de ce genre. Ça, il faut, je dirais, au minimum un quart d'heure, voire un petit peu plus, ça dépend, parce qu'il y a des paramètres personnels, il y a des gens chez qui ça ira plus vite que d'autres. Hein, on est dans le vivant, donc le vivant est un peu capricieux de ce point de vue-là. Alors, comment c'est fichu un œil? Ça ressemble un petit peu à un appareil photo. Ce n'est pas un appareil photo, mais ça y ressemble, en ce sens où vous avez des territoires qui ressembleraient, je dirais, à des lentilles qui ont certaines propriétés. Vous avez ce qu'on appelle des humeurs, une humeur vitrée et une humeur aqueuse. Et puis vous avez un troisième milieu qui est un petit peu différent et qui est variable, lui, qui peut changer de forme grâce à un dispositif musculaire approprié qui s'appelle le cristallin. Alors, l'œil permet évidemment à ce niveau-là d'accommoder grâce à ce système de triple lentille. On a là finalement un objectif apochromatique. On verra ce que c'est qu'un objectif apochromatique, mais on a là un instrument extrêmement performant avec des indices de réfraction, on va voir ce que c'est ensuite, qui sont différents, ici, là et là, et c'est justement fait pour avoir une qualité d'image absolument irréprochable. Et quand on a un œil en parfaite santé, on peut dire qu'on peut être satisfait de ce qu'on voit parce qu'on a une très bonne précision et on a surtout une absence de défaut. Alors l'œil, évidemment, par déformation de ça et par déformation de l'œil, un petit peu lui-même, là c'est très exagéré, l'œil peut se déformer très légèrement grâce à vos... Oh, qu'est-ce que je trafique? Hop. Grâce à un système musculaire qui permet de faire tourner les yeux dans tous les sens. Quand on les fait agir tous simultanément ces muscles-là, ça permet de modifier la forme générale de l'œil et donc d'avancer légèrement et de reculer légèrement la rétine. On verra qu'il y a des instruments d'astronomie qui ressemblent un petit peu à ça, où on peut faire avancer un petit peu ou reculer un petit peu le miroir quand on fait la mise au point. On verra ce que c'est que la mise au point. J'aborde des notions qu'il faudra développer par la suite. Alors, quelques rappels. On a accommodé en fonction de la distance, oui d'accord. Correction de la focale du système, donc c'est comme un objectif d'appareil photo. L'image doit normalement se former, l'image d'un objet doit se former sur la rétine. C'est là que se situe le foyer de l'œil. Voilà. Et si on n'accommode pas, si on n'adapte pas la forme de l'œil et la déformation du cristallin, l'image peut se former soit en avant, soit en arrière de la rétine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de flou. Voilà. Et parfois, on ne peut rien y faire. On a des déformations de l'œil. On a des malformations de l'œil qui font que on n'aura jamais une image qui s'affichera sur la rétine exactement donc au foyer. Il n'y aura pas de coïncidence entre la rétine et le foyer, tout simplement parce que l'œil est déformé à un point où certains éléments de l'œil le sont, au point que il n'y a pas de remède, sauf à y mettre un dispositif de lentille devant pour corriger le problème. Alors, les défauts de focalisation, puisqu'on en parle, vous avez des définitions que vous retrouvez, que vous connaissez, la myopie, où le foyer se forme un peu trop en avant de la rétine, et où l'accommodation de ce fait est totalement impossible. Ça doit se former ici, ça doit être absolument sur cette zone-là, et on n'y est pas. Même chose ici, on est dans le cas de l'hypermétropie, où vous avez un foyer qui se forme en arrière de la rétine. Et puis enfin, vous avez l'œil hémétrope, où le réveil n'est pas représenté, mais où vous avez le point qui est situé exactement sur la rétine. Voilà. Donc, quand quelque chose ne va pas, quand il n'y a pas moyen d'y remédier, même malgré l'effort d'accommodation, qu'est-ce qu'on fait? On a recours à des lentilles pour corriger. Donc, c'est des lunettes. Voilà, on porte un certain nombre à en avoir. Donc, ça sert tout simplement à ramener artificiellement l'image qui se forme au mauvais endroit sur le bon endroit. Soit par des lentilles divergentes,
dans ce cas-là, soit par des lentilles convergentes dans ce cas-là. Donc autrement dit, comment vous les identifiez sur une personne, c'est très facile. Une lentille divergente, ben, vous avez la personne qui est devant vous avec des yeux plus petits que naturellement. Et puis quand vous avez une personne avec des lentilles convergentes, ben, vous voyez ces deux loupes qui sont placées devant les yeux, ou une seule parfois, avec l'œil est tout de suite grossi. Voilà. Alors tout est exprimé en dioptrie. Bon, ça c'est une unité de mesure que je n'aime pas beaucoup parce qu'elle est un peu compliquée, mais bon, c'est celle qui a été adoptée, on n'y peut rien. C'est l'inverse de la focale, tout simplement. Alors les dioptries, vous rencontrerez cette unité de mesure sur certains instruments comme les jumelles. N'est-ce pas? Quand vous avez une paire de jumelles, vous avez un dispositif de mise au point, une molette centrale, et puis sur l'œilleton droit, qui est réglable, vous avez des graduations. Et ces graduations sont en dioptrie. Donc si vous avez une anomalie entre vos deux yeux, qui se mesure en quantité de dioptrie, vous pourrez compenser cette quantité de dioptrie anormale en faisant tourner l'œilleton dans le sens ou dans l'autre selon l'anomalie pour rééquilibrer tout ça. On verra quelle est la procédure, elle est importante parce que quand vous avez une paire de jumelles qui passe d'un observateur à l'autre, vous passez finalement d'une personne qui peut avoir une vision normale à une personne qui n'a pas une vision normale, et vous serez à ce moment-là obligé de rectifier en fonction de votre vision personnelle. Donc il y aura des réglages à effectuer. Et ça, c'est une règle qu'il faudra, je le dis maintenant et je le répéterai sûrement, c'est une règle qu'il faudra absolument respecter quand vous passez, quand vous récupérez l'instrument de quelqu'un, ou quand vous êtes sur un terrain avec un télescope ou une lunette et que vous mettez à l'oculaire, n'hésitez surtout pas à attraper le dispositif de mise au point pour le tripoter, pour régler à votre vue. Parce qu'il est probable que vous puissiez rencontrer quelques petites différences, même chez des sujets qui ne sont pas porteurs de lunettes, quelques petites différences d'une personne à l'autre. Et parce qu'on n'accommode pas tous de la même manière, encore une fois on est dans le vivant, c'est capricieux. Donc il est important, à chaque fois, vous prenez l'oculaire, vous prenez les jumelles et vous corrigez forcément la mise au point, vous l'adaptez à votre vue. Ce n'est pas pour rien, c'est simplement pour vous donner du confort, parce que vous pouvez très bien, si on y est presque, vous contenter de la capacité de l'œil de faire l'accommodation et de faire la mise au point. Mais ça peut être fatigant, donc l'idéal c'est d'avoir un œil parfaitement en vision infinie, et puis avoir un réglage sur les jumelles de façon à ce que tout coïncide et qu'on ait la netteté sur une vision sans effort, sans accommodation. Le confort est important, on n'a parlé que de ça pratiquement finalement, c'est d'avoir du confort. Qu'est-ce qui va nous donner du confort pour observer? Eh bien, on verra. Alors la sensibilité à la lumière, bah oui, forcément, ça c'est un point extrêmement important. On a des cellules qui tapissent la rétine qui sont des cellules spécialisées. Certaines sont spécialisées pour l'acquisition des fortes lumières, d'autres qui sont spécialisées pour l'acquisition des faibles lumières. Et il se trouve que dans l'œil, la répartition du tapis cellulaire sur la rétine n'est pas homogène. Vous avez au centre de la rétine, on va dire qu'il est ici, sur la valeur 0, vous avez au centre de la rétine une grande quantité de cellules, on va dire celle-ci, qu'on appelle les cônes, et qui sont sensibles aux fortes lumières et aux couleurs. Donc elles sont dans la région proche de la partie centrale de l'œil. Alors qu'en périphérie, vous avez une autre catégorie de cellules qui est représentée en violet ici, qu'on appelle les bâtonnets, qui elles, au contraire, ne sont pas sensibles aux fortes lumières, mais aux très faibles lumières, et qui ne sont pas sensibles du tout à la couleur. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes dans le noir, ce sont ces cellules-là qui vont travailler. Et c'est pourquoi vous ne verrez pas les couleurs. Comme on dit, la nuit les chats sont gris, et c'est bien vrai, on ne voit pas les couleurs tout simplement parce que les cellules qui travaillent à ce moment-là ne sont pas faites pour ça. J'ai fait une bêtise. Alors, donc les récepteurs, les bâtonnets, alors voilà, j'en ai parlé déjà. Les bâtonnets, vous voyez combien on en compte, 120 millions. Ils sont répartis plutôt, alors eux, non pas dans la partie centrale, mais en périphérie de la partie centrale de l'œil. Et plus on va aller à distance de la partie centrale, moins on rencontrera de cônes et plus on rencontrera de bâtonnets.
On ne va pas dire qu'il y a à distance une absence totale de cônes, mais qu'il y en aura de moins en moins, pendant qu'on va avoir un très fort accroissement du nombre de bâtonnets. Alors ça c'est très important de le savoir, parce que nous qui allons pratiquer l'astronomie, on regardera de la Lune, on regardera des planètes, on saura quel type de cellules on va faire fonctionner. Si on regarde la Lune, qui est quelque chose de brillant, si on regarde les planètes, qui parfois sont quelque chose de brillant aussi, on fera plutôt travailler ce type de cellules-là. Alors que quand on observera des objets dits faibles, dans notre jargon, des nébuleuses, des galaxies, des choses comme ça, c'est plutôt ça qu'on fera travailler, les bâtonnets. Et il y aura une technique à adopter de façon à leur faciliter le boulot. Tout simplement parce que la vision directe, la vision de face, dans ce cas-là, oh, non, il est sensible ce machin. Je vais toucher, moi. La sensibilité, je ne sais plus ce que je disais du coup, voilà, c'est pas grave. Bon, enfin, ce qui compte, si vous voulez, c'est de faire le bon choix de cellules en fonction des objets observés. Voilà. Donc il y a des techniques, c'est ce que j'étais en train de vous dire, qui permettent de sélectionner dans l'œil les cellules que vous allez vouloir faire travailler en fonction de ce que vous allez regarder. On abordera ça aussi un petit peu plus tard. Alors, sensibilité à la lumière, la métrologie, c'est-à-dire la science des unités de mesure. Hein, voilà. Alors, il y a des choses qui vont vous rappeler quelques souvenirs. Par exemple, en physique, les signaux lumineux sont mesurés avec des unités radiométriques, c'est toute cette colonne, et puis en optique physiologique, donc là on est plutôt dans la médecine, on utilise plutôt cette colonne-là. Voilà. Alors, vous voyez toutes les unités, hein, vous reconnaissez le watt, vous reconnaissez le flux, vous reconnaissez le mètre carré, vous reconnaissez le stéradian. Ah, le stéradian, c'est quoi cette affaire-là au fait? Ça vous dit quelque chose, le stéradian? Ah ah! Oh, ça remonte loin. Hein. Alors, le stéradian, c'est l'unité de mesure des angles solides. Savez-vous ce que c'est qu'un angle solide? Alors, c'est un angle solide, si on veut en faire une représentation imagée, c'est un cône qui va rencontrer une sphère, un cercle, dont la surface, l'unité du stéradian, dont la surface correspond à un carré dont le côté est égal au rayon du cercle. Voilà. C'est ça le stéradian. C'est l'angle solide. Ah bah c'est marqué là. C'est le stéradian, angle solide d'un cône ayant au sommet un centre du sphère, découpe la surface de cette sphère en une aire égale à celle d'un carré, une pour côté, une longueur égale, blablabla. Bon, voilà. Vous avez tout là. C'est écrit en tout petit, tout le monde arrive à lire. Lire, ça va? Lire, ça va. Comprendre, c'est autre chose. Vous inquiétez pas, c'est pas un cours de physique, c'est pas un cours de mathématiques, c'est juste un petit rappel comme ça en passant. Alors, la sensibilité au contraste, ben oui, ça c'est très important, et ça c'est quelque chose qu'on vous fait tester en général chez les ophtalmos. Vous savez, vous reconnaissez cette échelle, l'échelle de Neumayer. Vous savez, c'est le truc qu'on vous fait lire MRTV, FUN, CX, OZD, puis quand vous l'avez fait, bon, bah, ça y est, on vous dit, bah, c'est très bien, vous avez 10 sur 10. Bon, c'est pas la peine de me le faire passer, mais c'est exact. Voilà. Donc, mais sinon, il y a d'autres tests que celui-là qui marchent très bien aussi. Le but du jeu, c'est bon de voir un petit peu quelle est l'acuité visuelle. Purement et simplement. On essaie de savoir quelle est la capacité de l'œil de pouvoir séparer les petits détails. En astronomie, on a une chance extrême, c'est d'avoir justement des objets qui nous permettent de le faire. On a à la fois des détails lunaires, on a des détails planétaires, et on a surtout la séparation des étoiles entre elles. Quand on a des systèmes d'étoiles complexes comme les amas globulaires, ou plus simples comme des systèmes d'étoiles doubles ou triples, alors là, on peut s'amuser avec pour savoir quelle est la capacité de l'œil, avec ou sans instrument, à faire le boulot. Donc d'abord sans instrument, là il y a un objet dans le ciel qui est très connu de tous les astronomes amateurs, et de tous ceux qui ont commencé à observer le ciel à l'œil nu, et avec une carte pour s'aider, c'est les Pléiades, dans les taureaux. Alors les Pléiades, si vous arrivez à en compter un certain nombre, vous pouvez dire que vous avez une bonne vue, puis ceux qui n'arrivent à en voir que 2 ou 3, peut-être consulter. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, allons-y, continuons.
Alors les champs récepteurs, c'est simplement, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas un cours de médecine non plus, simplement pour vous dire que à partir de tout un dispositif cellulaire comme celui-là qui est dans la rétine, là on a une coupe d'un élément rétinien, à partir d'éléments aussi complexes que cela, vous avez des cellules qui sont orientées à la perpendiculaire des autres, qui permettent de faire une communication, mais qui permettent aussi de faire un traitement. Vous avez un pré-traitement finalement qui est fait dans l'œil avant que les signaux soient envoyés dans le cortex cérébral pour faire une analyse suivante. Vous voyez, c'est quelque chose de très compliqué. De très intriqué. Et vous voyez, l'œil n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et de très bien fait parce qu'il y a des réflexes qui opèrent pour faire fonctionner ça, et puis vous avez toute une analyse ensuite qui est faite contre l'arrière du crâne parce que le cortex visuel se trouve à l'arrière, tout au fond, de l'autre côté du cerveau, et on va voir d'ailleurs par schéma comment c'est fait par la suite. Vous avez des champs récepteurs qui sont spécialisés avec, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, hein, parce qu'on est dans un cours de médecine ni plus ni moins, c'est pour vous montrer simplement la complexité de la chose. On nous explique aussi que il y a des membranes qui sont polarisées, qui se dépolarisent. C'est un petit peu comme les histoires de cœur, où vous savez, vous avez le cœur qui fonctionne avec un équilibre sodium-potassium, et tout ça c'est assez régi par le même équilibre. Voilà, c'est assez compliqué, on est dans du vivant, hein, c'est pas simple. Alors les photorécepteurs sont interconnectés en champs récepteurs de différentes tailles. Alors ça c'est quelque chose que j'ai compris sur internet. Ne vous inquiétez pas pour les fautes, elles ne sont pas dues à moi. L'information reçue par chaque récepteur n'est pas analysée de façon indépendante. Il y a un traitement de l'information, c'est ça qui est important, au niveau de la rétine. Déjà au départ, l'information est traitée, c'est ce que je vous disais, au niveau de la rétine, et cette information traitée est envoyée ensuite via le nerf optique vers le chiasma, le cortex plus loin. La conséquence de ça, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez des zones claires, des zones sombres, hein, même par projection, je vais m'écarter un petit peu. Voilà, c'est ça, on voit. Selon la façon dont vous allez promener votre œil sur la figure, vous allez voir un éclaircissement des intersections ou un assombrissement des intersections. Tout ça, voilà, et tout ça, c'est dû simplement au simple fonctionnement rétinien. C'est même pas une interprétation cérébrale qui provoque ça. Même chose pour ça. Si vous baladez, vous allez voir tantôt du noir, tantôt du blanc aux intersections, c'est exactement pour le même motif. C'est le traitement qui se fait au niveau rétinien qui est responsable de ça. Même chose en ce qui concerne la perception, vous avancez, vous reculez la tête, comme je suis en train de faire, si vous avez une assez bonne amplitude. On va avoir une bande de débiles qui font. On se croirait à Charcot, c'est génial. Voilà. Et alors, vous voyez, vous avez une perception, si vous le faites en regardant, là, quand je m'avance, c'est terrible. Quand on recule, alors, quand vous regardez ce point et puis vous faites le mouvement, quand vous fixez ce point-là, alors là, vous avez une impression de ceci qui tourne dans ce sens-là, pendant que l'autre tourne dans l'autre, et réciproquement quand vous reculez. Tout ça, c'est une illusion d'optique parce qu'en fait, rien ne se produit, rien ne bouge. C'est dû encore au traitement de l'information dans la rétine. Et enfin, ça, oui, vous allez promener votre regard sur toute cette zone et puis vous allez avoir une compression de déplacement transversal ici. Alors ça, c'est peut-être moins évident en projection. Si vous l'avez... Ah voilà, ensuite, ce qui se passe, il y a une perception du relief qui est due justement au fait que vous avez premièrement deux yeux, hein, donc c'est de la stéréoscopie qui nous est offerte par la nature. Et puis alors, il y a une construction assez particulière dans le trajet du nerf optique. Il y a une liaison qui se forme ici, qui est un croisement qui s'appelle le chiasma optique. Et finalement, toute l'information qui provient de l'œil gauche va foutre le camp de ce côté-là, du côté droit, pour aller vers le cortex cérébral côté droit, alors que pour l'œil droit, c'est le contraire, ça va aller vers le demi-cortex gauche. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps. Avant même que le scanner existe, avant même que la radio existe, il y a des gens qui faisaient des accidents vasculaires cérébraux
ça entrait dans le cadre de ce que les médecins appellent des anopsies. Alors parfois on avait des anopsies totales, bon là la cause était entendue, je pense que la personne était bonne pour la boîte à l'amino. Par contre, vous aviez des accidents vasculaires cérébraux moins graves qui ne conservaient par exemple qu'un côté, c'est ce qu'on appelait les hémianopsies. Et là, la personne qui était atteinte de ça voyait un demi-champ visuel de l'œil atteint, du côté atteint, un demi-champ visuel normal et l'autre demi-champ visuel tout noir. Ça a donné des informations sur le fonctionnement et donc sur la possibilité qu'il existe quelque chose comme ça, avant même qu'on en ait eu la confirmation. On en a eu déjà l'intuition. Donc c'est ce que vous retrouvez finalement dans la légende, information de la moitié du champ visuel de ce côté-là, et puis information de la moitié gauche du champ visuel de ce côté-là, du côté droit du cortex, en raison du croisement qui s'opère ici. Alors après, oublions les définitions des différentes choses qui sont là-dedans. C'est simplement pour information. N'oubliez pas aussi que le champ visuel monoculaire sera plus étendu si l'œil est employé seul que quand il est associé à l'autre. Vous voyez, le champ visuel monoculaire, quand on est en vision binoculaire pour un seul œil, est plus petit que quand il n'est pas associé à l'autre œil. C'est ce que nous dit la figure. Alors, toutes ces constructions, je dirais, anatomiques, on pourrait faire, et physiologiques aussi, on pourrait faire de nous donner des perceptions, soit en relief creux, soit en relief bombé, selon l'endroit d'où vient la source lumineuse. En l'occurrence, ici, vous avez la fenêtre qui est à la gauche, donc vous avez quelque chose de clair que vous verrez de façon bombée à cause de cela. Vous voyez, alors qu'à l'inverse, si la partie claire se trouve de l'autre côté, vous aurez l'impression de voir les reliefs en creux. Et c'est simplement une illusion, alors c'est quelque chose qui est parfaitement plan. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose que vous retrouverez quand vous regarderez des images de la Lune. Non pas à l'oculaire, parce qu'à l'oculaire, vous êtes dans une situation naturelle, mais quand vous regardez des photos de la Lune, si jamais l'éclairement provient transversalement du mauvais côté, les cratères, au lieu de les voir en creux, vous les verrez en bombés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est assez troublant et ça procède justement de cette question d'analyse de l'œil lui-même. Enfin, une dernière vision d'optique, donc voilà, c'est. Je ne sais pas si ça fonctionne, on a ici, vous le voyez. Très bien. Voilà. Alors, ça, c'est des choses que j'ai pompées sur Internet, et ça ouais, oui, on voit bien, effectivement. Ça se tourne donc. Alors que rien ne tourne finalement, rien ne tourne. Vous voyez que là, il peut être un petit peu trompeur lui-même. On parle d'illusion d'optique, en effet. Donc, c'est un instrument, on l'a dit, qui était très sophistiqué. Il permet la haute résolution, il y a peu ou pas d'aberration, il permet la vision des couleurs, il y a une grande dynamique, quelques photons par seconde à plus de 10 puissance 20 photons par seconde, ce qui est énorme. Il permet l'accommodation, on a vu comment, soit par déformation de l'œil dans son ensemble, soit par la déformation du cristallin, soit les deux. Il s'adapte à la luminosité, il est mobile, et il est auto-nettoyant. Donc il a beaucoup de qualités de ce que les autres instruments d'astronomie qu'on verra n'ont pas. Voilà. Alors la rétine, c'est un ensemble de neurones, on l'a vu, toutes les cellules finalement ce sont ni plus ni moins des neurones interconnectés entre elles par des dendrites, des axones, enfin tout ce que vous avez pu apprendre en SVT quand vous étiez gamin. Et puis, alors ce sont des photorécepteurs interconnectés formant un réseau complexe d'NNA. Sensibilité au changement d'intensité, c'est très sensible à ça. Sensibilité directionnelle au mouvement, sensibilité aux tailles d'objets. Alors ça peut avoir un rôle, la sensibilité à la taille d'objet, c'est quand vous voyez par exemple la Lune se lever. Ça c'est encore une illusion optique assez souvent. La Lune se lève, vous avez des arbres, vous avez des maisons, vous avez l'impression d'avoir une Lune comme ça, alors que quand elle passe au méridien au plus haut, quand elle culmine, vous avez l'impression d'avoir une toute petite Lune.
Son diamètre n'a pas changé, son diamètre apparent n'a pas changé, c'est simplement une illusion d'optique qui fait que vous avez l'impression d'avoir quelque chose d'immense. Et c'est vrai aussi pour les constellations. Vous avez l'impression d'avoir des constellations extrêmement grandes quand elles sont proches de l'horizon à leur lever, et puis quand elles passent au méridien, elles ne paraissent pas si grandes que ça. Or, finalement, si on mesure les angles, que ce soit près de l'horizon ou que ce soit au méridien, ça ne change pas. De toute façon, pour la Lune, tu prends une photo de la Lune à ce moment-là, et tu verras bien qu'il est la même taille. Absolument, Si tu la poses. absolument, la photo apporte la preuve. Ah oui. La photo apporte la preuve. Sensibilité aux couleurs, hein, donc ça peut être intéressant pour l'observation planétaire si on dispose d'un instrument suffisamment puissant pour bien révéler les couleurs. C'est-à-dire, un instrument puissant, ça veut dire du diamètre, ça veut dire l'instrument qu'on a en bas, là, dont on nous a fait cadeau, hein, le gros télescope, là, ça c'est ce sera l'instrument, je dirais, privilégié pour avoir de la couleur sur les planètes. De la couleur, pas forcément planète T, on le verra plus loin. Chaque type de champ récepteur adresse une région spécifique du cortex, c'est ce qu'on a vu sur l'image précédente, on ne va pas y revenir. Analyse, reconnaissance de forme, mémorisation, c'est toutes les petites choses que je vous ai montrées, les petites illusions d'optique. Voilà, donc il y a quelques références, hein, notamment le fameux Pirenne, là, qui est une célébrité dans le monde de la physiologie et de l'ophtalmologie. Il a un homonyme d'ailleurs qui est historien aussi. Alors, parlons maintenant de la lumière. Il n'y aura pas grand-chose à dire là-dessus, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce que la lumière, on pourra faire un topo vraiment spécifique de ça, c'est quelque chose de... On entre dans la physique, c'est quelque chose de complexe, et je n'ai pas envie de vous bassiner avec quelque chose qui sera difficile à comprendre. Simplement, je veux vous rappeler que la lumière, c'est quelque chose qui est décomposable selon un spectre. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. On fait passer la lumière au travers d'un prisme, et puis la lumière se décompose. Et elle se décompose selon toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc je cite l'arc-en-ciel parce que lui-même l'arc-en-ciel, le résultat, c'est un phénomène qui résulte de la décomposition de la lumière par des gouttelettes d'eau, avec des angles d'incidence et de réflexion appropriés. Alors, l'image est plus complète que pour ma démo, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez un certain nombre de raies qui parcourent le spectre. Donc là, ça résulte d'une science qu'on appelle la spectroscopie, qui fait appel à des appareils bien particuliers, dont nous ne parlerons pas dans le topo, mais sachez quand même que ça existe. Et ces raies qui parcourent le spectre, chaque raie correspond à un élément chimique présent dans la lumière qu'on analyse. En l'occurrence ici, la lumière du Soleil. Mais c'est vrai aussi pour les étoiles. Vous pouvez avoir un spectre de référence et le comparer et voir qu'il peut y avoir des décalages entre ce spectre de référence et puis le spectre en provenance d'une lumière, par exemple des étoiles, ou de quelque chose qui renvoie la lumière d'une étoile. Ça peut être une exoplanète, pourquoi pas. Voilà, donc ça, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. On va du violet indigo bleu vert en rouge, d'accord? Ce sera tout pour nous. Ce sont les couleurs dont on va parler par la suite en énumérant les aberrations des instruments d'astronomie. Parce que les instruments d'astronomie ne sont pas des instruments optiques parfaits, ils présentent des défauts. Et parmi les défauts, ils ont la fâcheuse tendance, certains en tout cas, à décomposer la lumière alors qu'on ne le veut pas. Pardon, donc la référence c'est le Soleil, enfin le spectre. Alors pour nous, oui. Pour nous, oui, parce que bon, c'est vraiment l'astre du jour, c'est le plus brillant. Chaque fois qu'on a quelque chose qui est très brillant comme une planète, c'est simplement la lumière du Soleil qui va être renvoyée par réflexion sur la planète. Si c'est la Lune, c'est pareil. Voilà, donc c'est l'élément le plus important, la lumière du Soleil. Dans le cas présent, hein, G2V, donc ça c'est le type spectral de l'étoile, Soleil. Il y en a d'autres, hein, heureusement. Et puis bon, ils vous ont bien marqué en anglais qu'il s'agissait du Soleil. On va parler d'un phénomène qui s'appelle la réfraction. Et bien justement, la réfraction, c'est ce qui permet de produire le spectre que vous avez vu. Et la réfraction, c'est quelque chose que vous rencontrerez, que vous le vouliez ou non, à chaque fois que vous utiliserez des instruments qu'on appelle, tiens, justement, des réfracteurs.
Un réfracteur, bah, ça utilise la réfraction, ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Et on va voir de quelle manière ces défauts peuvent être abordés et corrigés. Alors, qu'est-ce que c'est que la réfraction? Bah, tout simplement, hein, on a deux milieux qui sont différents. Deux milieux, par exemple l'air et l'eau. Imaginons qu'ici ce soit l'air et imaginons qu'ici ce soit l'eau. Ils ont des propriétés différentes dans la vitesse de propagation de la lumière. Si la vitesse de la lumière se propage à 300 000 km/s ici, il n'est pas certain qu'il se propage tout à fait à la même vitesse dans un autre milieu. Ça va avoir pour effet de modifier la trajectoire d'un rayon incident oblique. Ce qui est le cas ici. Et ce qui est le cas également là. Si le milieu ici est, on dit, réfringent, beaucoup plus réfringent ici que là, alors on aura une déviation importante dans le second milieu. À l'inverse, si on a un milieu moins réfringent, on aura une déviation, mais dans l'autre sens. On s'écartera de la perpendiculaire au plan d'incidence du rayon. Il faut avoir une représentation assez spatiale, et on ne l'a pas forcément tous, mais bon, on a ici la coupe d'un plan d'incidence qui est traversé par un rayon lumineux. Ça peut être une surface libre d'un liquide, une piscine par exemple, l'eau d'une piscine. Là, on a une piscine en coupe. Qu'est-ce qui se passe quand on a une piscine en coupe? Plutôt ici, on a un milieu qui est peu réfringent, l'air, on a un milieu qui est beaucoup plus réfringent, l'eau. Et quand on fait... C'est pour ça que quand vous regardez quelqu'un nager au bord d'un bassin, vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus près de vous alors qu'il est déjà beaucoup plus loin. Ça, c'est le phénomène de réfraction qui est responsable de ça. Bon, je n'entre pas dans les détails de physique, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein, on va passer vite fait là-dessus. Voilà, c'est la loi des sinus qui est représentée ici. Hein, il y a une relation qui permet d'exprimer très simplement l'angle, les différences angulaires entre un milieu et l'autre milieu. C'est donné par cette relation-là. Voilà, hein, donc ça vous rappelle pour ceux qui en ont fait les cours élémentaires de physique. Et alors ça, concrètement, en quoi ça consiste finalement? Vous avez un rayon lumineux qui va arriver sur une première surface. La lumière va être réfractée dans un premier temps et réfractée à la sortie sur un prisme dans un deuxième temps. Donc on aura une première déviation puis une deuxième déviation. Avec en même temps, et on ne le voit pas sur la figure ici, une première décomposition selon les couleurs de l'arc-en-ciel et une seconde décomposition là. C'est ce que j'ai sur la figure suivante. D'ailleurs, voilà. On a un faisceau incident où toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont rassemblées, sont mélangées. Et le mélange commence à se disloquer au premier passage au travers de la surface du prisme ici, et de manière très accentuée quand on va sortir. Retenez bien, parce que ça c'est quelque chose qu'il va falloir combattre, je dirais même presque quand on va utiliser les instruments réfracteurs, que les rayons bleus sont plus déviés que les rayons rouges. Alors il existe des combines justement pour les instruments réfracteurs pour atténuer ce phénomène-là. On verra quoi. Alors, deuxième phénomène que l'on utilisera pour nos instruments d'astronomie, c'est la réflexion. Alors la réflexion, ce sont les télescopes à miroir qui vont être concernés par cela. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un miroir plan, par exemple? Vous avez ici la coupe d'un miroir plan. Vous avez la perpendiculaire à ce miroir. Vous avez un faisceau incident de la lumière du soleil, par exemple, qui va arriver sur le miroir. On va mettre en place donc la perpendiculaire là où ça tombe. Et bien on va constater que le rayon réfléchi par rapport à la perpendiculaire forme un angle qui est égal, qui est le même que l'angle produit par le rayon incident et cette même perpendiculaire. Le rayon incident et le rayon réfléchi ont le même angle par rapport à la normale, par rapport à la perpendiculaire, au miroir plan. Alors le miroir plan, c'est quelque chose que vous retrouverez dans tous les télescopes de Newton. En bas, on a plein de typautés de télescopes de Newton. Ils ont tous un miroir plan qui permet de renvoyer l'image sur le côté. C'est le cas de celui-là. Je vais le démonter exprès pour que vous puissiez on va l'amener. Voilà, c'est bon.
Miroir plan, il y en a un, attendez, hop. Voilà. Il est là. Vous avez la lumière qui rentre par cette extrémité du tube qui va toucher, hop là, ici au fond, un miroir parabolique ou sphérique selon. Le miroir va faire concentrer les faisceaux lumineux sur le petit miroir plan qui aura pour fonction de renvoyer l'image sur le côté. C'est pour ça que sur un instrument comme ça, on s'étonne de ne pas avoir à regarder comme ça, non, c'est ici que ça se passe. Hop. Je ne regarde pas trop loin parce qu'il va nous servir. Donc voilà pour la loi de Descartes de la réflexion. Alors parfois, tout n'est pas si simple. Les plans ne sont pas parfaitement plans. Il peut y avoir des anfractuosités dans le verre, il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que tous les rayons réfléchis ne vont pas forcément dans la même direction. Alors ça, ce sont des défauts de l'optique qu'il faut absolument éviter. Une optique parfaite doit ne pas comporter ce genre de défauts. Et pourtant, ça existe. Bon, pour ceux qui en veulent un peu plus, voilà. Tu nous l'avais déjà montré cette Oui, photo-là. oui, tout à fait. Bah, quand on avait abordé la question de la photo, hein, la photo, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Voilà. Donc c'est un petit rafraîchissement de mémoire pour certains, et puis une découverte pour d'autres, ou même aussi un rafraîchissement. Parce que ça, on l'apprend à l'école quand même. Un miroir plan, un plan perpendiculaire à ce miroir, la normale qui passe dans le plan perpendiculaire à ce miroir, voilà, qui tombe perpendiculairement sur le miroir lui-même, le rayon incident, le rayon réfléchi ont le même I égale R, les deux angles sont égaux, sur un miroir plan. Après, on peut imaginer que sur un miroir courbe, sur une surface courbe, on puisse décomposer cette surface courbe en une infinité de petites surfaces planes. Et les mêmes lois vont s'appliquer pour chaque élément de surface. Instruments réfracteurs. Alors les instruments réfracteurs, c'est pas ça, hein, c'est les lunettes astronomiques, c'est les jumelles, c'est tous les instruments dans lesquels on regarde par le petit bout de la lorgnette à l'autre bout. Hein. Voilà, l'instrument réfracteur, c'est ça. Ici, vous avez une lunette astronomique. Une paire de jumelles, c'est quoi? C'est deux lunettes astronomiques qui sont mises en parallèle, côte à côte, et avec deux oculaires, dont accessible à l'œil, avec un réglage possible pour l'accessibilité aux deux yeux. Voilà. Donc un réfracteur, qu'est-ce que c'est? Ça se présente comme ça, une lunette astronomique. Vous avez à l'entrée un gros bout de la lorgnette avec un dispositif qui se trouve là derrière qui s'appelle l'objectif, on va voir plus loin. Et vous avez ici l'emplacement où se forme l'image de cet objectif, fournie par cet objectif, que l'on va examiner avec les oculaires. Voilà comment ça marche. L'image va se former au travers d'un groupe de lentilles qu'on peut assimiler à une lentille simple. Le but de ce groupe de lentilles est de faire converger les rayons lumineux issus de l'infini, là-bas, loin, en provenance des étoiles par exemple, en un seul point. Ah mince, il n'y a pas qu'un seul point. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, et en réalité, il y en a pas une infinité, il y en a une grande quantité de points, je dirais, entre celui-là et celui-là. Entre FB et FR, c'est ça? Oui, absolument, entre FB et FR. Focalisation pour le bleu, focalisation pour le rouge, focalisation pour le vert. Ils ont mis G parce que c'est en anglais. Voilà. Mais bon, vous voyez très bien, et ça c'est le défaut qui est lié à la forme des lentilles, on va y venir. La forme des lentilles est responsable justement de la décomposition de la lumière dans le spectre lumineux. Il y a un spectre chromatique qui se forme et qui altère la qualité de l'image au foyer. C'est-à-dire que si vous faites la mise au point ici, vous aurez une partie centrale, de l'image qui sera bleue et la partie périphérique qui sera rouge. Si vous le faites ici, vous aurez du bleu. Vous aurez du bleu en périphérie. Si vous le faites là, vous aurez du rouge en périphérie. Ça, vous aurez de la netteté sur le rouge, pendant que vous aurez un halo bleu tout autour.
est moche, ça, c'est pas ce qu'on veut. Hein. On veut quelque chose qui soit net pour toutes les couleurs. Pourquoi ça marche comme ça? Ben, vous pouvez imaginer très bien 3 prismes à coller qui reproduiraient finalement schématiquement une lentille. Ça, c'est la représentation pour le dessin des trajets optiques. Imaginez tout simplement une lentille comme étant une décomposition d'un prisme parallélépipédique, par exemple, carré, cubique même, à coller à 2 prismes triangulaires, à pointe tournée vers l'extérieur. La lumière arrivant ici va être décomposée de la même manière que si elle passe là-dedans. Exactement la même manière. Ce qui va avoir pour effet de séparer les couleurs. Et donc d'aboutir à une anomalie qui est celle-ci. Vous pouvez très bien rencontrer le même problème sur des lentilles dites divergentes. C'est-à-dire que la lumière va arriver ici, commencer à dire là, et voilà, et pareil, ici, tac, et hop. Bah, pour la même raison, si ça arrive là, ça commence à dévier là, et ça continue, là. Et même chose ici, ça arrive ici, ça dévie là, et voilà. Même principe. Vous avez 2 prismes qui, cette fois, sont tournés vers le prisme cubique, et ça reproduit de manière très très décomposée, un peu pixelisée, on pourrait dire des choses comme ça, ce qui se passe dans une lentille divergente. Ça explique, si vous voulez, le phénomène de réfraction sur les lentilles. Alors ça peut être intéressant, et on le devine très bien, intuitivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger la réfraction? On pourrait très bien imaginer d'associer un système comme celui-là à un système comme celui-là. On va avoir une déformation qui va aller dans un sens avec ce système-là, et puis qui va aller dans l'autre avec ce système-là. Et si on les met l'un derrière l'autre, eh ben, si on règle bien, si on calcule bien son coût, ça peut corriger en grande partie ce problème-là. Voilà, on associe une lentille convergente, une lentille divergente, ça commence à partir en vrille dans la lentille convergente, et c'est corrigé en bonne partie par la lentille divergente qui est juste derrière, pour finalement faire coïncider au mieux le rayon vert, le rayon rouge, le rayon bleu. Une amélioration, c'est pas parfait, parce qu'on n'a que 2 lentilles, mais on peut avoir la perfection en ajoutant une 3e lentille. On joue sur la forme, et on joue sur l'indice de réfraction dont on a parlé tout à l'heure, sur les lentilles elles-mêmes. On peut avoir une lentille faiblement réfringente, donc qui réfracte peu, par rapport à une lentille qui est fortement réfringente ici, d'accord? Et on va les associer entre elles, et ça va permettre d'améliorer encore la correction. Ah oui, alors, par définition, Krone. Salut Mohamed. Par définition, la lentille Krone, celle qui est peu réfringente, est souvent à l'avant, pas toujours, mais dans les instruments modernes maintenant, c'est le Krone qui est à l'avant, et le Flint est à l'arrière. Le Flint, c'est celui qui est le plus réfringent. Alors, je ne sais plus quels sont les matériaux qu'il y a là-dedans. C'est un borosilicate Krone, et l'autre c'est un borosilicate aussi, mais qui est plus chargé en plomb, si ma mémoire est bonne. Il y a du plomb dans le verre. Et c'est justement la présence de plomb dans le verre qui augmente l'indice de réfraction de ce verre-là. C'est la matière même, c'est la composition du verre lui-même qui fait qui lui donne ses propriétés optiques. À tel point maintenant qu'on associe du verre comme ça avec du verre comme ça, et puis du verre dit à faible taux de dispersion, c'est ce qu'on appelle le verre ED dans notre jargon, qui est très très employé, ou encore mieux, la fluorite. Fluorite, c'est un cristal de fluorine. Le cristal de fluorine a l'avantage de corriger énormément ce type de défaut. C'est ce qu'on rencontre sur les optiques de très haute qualité, qui sont malheureusement très coûteuses.
Donc voilà, hein, la similitude qu'il peut y avoir entre un prisme droit et puis une lentille mince. Même chose pour les lentilles divergentes. Donc quand vous verrez une image entachée d'aberration chromatique, c'est comme ça que ça s'appelle, quand vous verrez, en regardant au travers d'une lunette astronomique, quand vous verrez que l'image fournie par cette lunette d'une étoile n'est pas un point lumineux de la couleur d'étoile, mais un point entouré d'un halo bleu ou rouge, dites-vous bien qu'on est en présence de ce phénomène. Donc justement, je vous disais que ça c'est une représentation graphique du défaut. Plus l'écartement est important, plus le défaut est important, intuitivement on le devine bien. Un triplet avec de la fluorite au milieu, ce dont je vous parlais tout à l'heure, aura une capacité à corriger le défaut qui au départ peut être très important et qui au départ peut être très très peu important. Donc à la fois par le fait que c'est plus un simple doublet mais un triplet, ça ne veut pas dire que plus on va ajouter des lentilles et plus on va corriger de défauts, il y a une limite et je pense que la limite elle est là. Voir la jonction d'une quatrième lentille, ça c'est ce qu'on appelle les quadruplets. Il y en a qui sont encore très utilisés de nos jours, hein, parce que les gens qui font de l'astrophotographie aiment bien avoir des champs très plans, très étendus avec peu d'aberrations chromatiques. Mais bon, là on n'est pas dans la photo de toute façon, on est simplement dans l'observation visuelle. Le simple fait d'avoir une optique de bonne qualité vous affranchit d'avoir une image de mauvaise qualité. Voilà. Ici c'est un exemple d'un instrument réfracteur de très haute qualité. Et encore c'est son ancienne version parce que la lentille centrale était en verre ED, hein, c'est ce qu'on appelle le FPL 53 dans notre jargon. C'est un mélange de fluorite avec un borosilicate en grande quantité pour la fluorite. Et c'est un verre issu du Japon, hein, je ne sais plus qui fabrique ça d'ailleurs, FPL, c'est Ohara, c'est ça. Ce fabricant de pâte de verre, il fournit en matière première les grands opticiens qui nous fabriquent de merveilleux réfracteurs. Donc des beaux instruments, de très très beaux instruments, mais malheureusement des instruments très coûteux. Comme c'est le cas pour cet instrument dont vous avez les caractéristiques ici. Voilà, je vais continuer. Alors sur les instruments réflecteurs, l'instrument réflecteur de choix c'est lui. On en a plein en bas. Vous l'avez entrevu. Et on va pas le voir. Réflecteur, pourquoi? Parce qu'il est constitué, c'est un télescope à miroir. Il n'y a que le principe de la réflexion qui entre en jeu pour former une image ici. Le seul dispositif réfracteur qu'on utilisera sur ce télescope pour l'observation visuelle, c'est l'oculaire. C'est la loupe qui permet d'examiner l'image formée au foyer. Voilà le contenu du tube, voilà comment c'est fait. Vous avez au fond du tube, ici, un miroir creux, parabolique ou sphérique, selon. Vous avez un miroir plan, ici. Hop. Voilà, vous avez un miroir plan qui renvoie les rayons lumineux vers le porte-oculaire. C'est-à-dire là. Porte-oculaire, les rayons lumineux vont se concentrer en un endroit qu'on appelle le plan focal, et c'est ce plan focal qu'on va examiner avec l'oculaire. Alors des oculaires, vous pouvez en avoir une série qui permettent de grossir l'image formée au plan focal, plus ou moins. Il y a des oculaires qui grossissent l'image au plan focal beaucoup, et d'autres qui le font beaucoup moins. Et vous avez toute gamme qui vous permettent d'avoir finalement ce qu'on appelle le grossissement de l'instrument. Alors, l'instrument réflecteur n'est pas forcément un instrument exempt de défauts. Là, on en a l'illustration ici. Il existe un défaut très important en optique qu'on appelle l'aberration de sphéricité.
Alors l'aberration de sphéricité, bah, c'est le fait que vous avez des rayons provenant de l'infini, des rayons marginaux qui frappent le miroir sur son bord. Ils vont se former beaucoup plus près du miroir que les rayons centraux qui frappent le miroir et qui vont se former beaucoup plus loin. Autrement dit, quand vous êtes en présence de quelque chose comme ça et que vous voulez examiner à la loupe l'image qui se forme, si vous examinez ici, vous aurez une image floue. Si vous examinez là, vous aurez une image floue. Et si vous examinez là, vous aurez une image floue. Pourquoi vous allez examiner de là à là? Parce que ce sont des lieux de convergence des rayons lumineux, mais issus de sièges de réflexion qui sont différents. Ici, vous avez le centre, ici, vous avez le bord. Et bien, au bord, ça va converger plus près du miroir qu'au centre. Donc, jamais vous n'aurez une image nette dans ce cas-là. C'est impossible. Donc, bon, alors c'est vrai, on nous le dit, hein, pour des nécessités graphiques, on a exagéré finalement l'aberration qui est ici. Et on pallie cette aberration de sphéricité à l'aide de miroirs paraboliques. Alors, ça fait appel aux lois de la réflexion. Si on a un miroir sphérique, c'est ce qui va se produire, on aura bien ça. Et si on a un miroir parabolique, la forme parabolique va permettre de corriger ce problème et ramener les rayons marginaux au même point que les rayons centraux. C'est la forme parabolique qui va être responsable de ça. On va décomposer la parabole en petits segments de miroir plan, si vous voulez. Hein. Et chaque élément va se comporter, finalement, chaque élément de surface de miroir va se comporter comme un minuscule miroir plan qui va renvoyer les rayons lumineux au foyer. Les lois de la réflexion s'appliquent également là-dessus. Et c'est ce qui est responsable, justement, de cela. Je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas non plus un cours approfondi d'optique que je veux vous faire. Mais c'est tout à fait discutable cette histoire de... Attendez, je reviens avant. C'est tout à fait discutable cette histoire de corriger le problème à l'aide de miroirs paraboliques. Ça dépend de la rapidité du télescope. Si le télescope est rapide, c'est-à-dire si son ouverture relative est importante, s'il est ouvert par exemple à f sur 5, il est très lumineux, vous aurez un foyer qui sera très court et vous aurez un phénomène comme celui-là qui sera très important pour un miroir sphérique. D'où nécessité de le paraboliser. C'est ce qu'on fait ici, hein. Les gens qui taillent les miroirs le savent. On a des miroirs qui sont à f sur d égale 4, on a des miroirs qui sont à f sur d égale 5, ou plus rarement à f sur 6. Eh bien, dans ces cas-là, on est obligé de paraboliser, sinon on souffre d'un défaut. Si on se contente d'un miroir sphérique, on a ce défaut-là, on a une impossibilité de faire la mise au point. Donc ça, c'est une solution, quand on veut avoir un télescope à miroir comme ça, c'est de le paraboliser. C'est pas la seule. C'est pas la seule. On peut très bien jouer aussi sur l'ouverture relative. On peut très bien dire, ben voilà, au lieu d'avoir un télescope ouvert à f sur 5 alors que je veux observer les planètes ou la Lune avec, donc des objets brillants, je peux très bien dire, bah, je peux très bien me contenter d'un miroir sphérique. Mais voilà, on ne sera plus dans un télescope à l'ouverture relative f sur d égale 5, mais on sera sur un télescope à l'ouverture f sur d égale 10, 11, 12, 13, 14, pourquoi pas. Et alors là, on n'a plus besoin de parabole parce que, par nature, par les lois de la réflexion, cette aberration longitudinale-là va diminuer. Tout simplement. On aura un foyer beaucoup plus rejeté, donc on aura un lieu de convergence des lieux de convergence de rayons marginaux qui seront plus proches des lieux de convergence des rayons centraux. Et ça, c'est une discussion qui a été entreprise justement par un certain Adrien Migues-Lacroix, qui a été lauréat de la Société astronomique de France. Alors ceux qui ont taillé des miroirs vont se régaler avec les formules qui sont là, ils reconnaîtront. Et donc il a mis en discussion justement le fait que bah, l'ouverture relative est un élément de correction du problème d'aberration longitudinale, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la film. N'entrons pas dans les détails. Ce qui est important de retenir, c'est que dans le commerce, quand on achète un télescope, si le tube est court
et qu'on vous vend un miroir sphérique, n'achetez pas. Si le tube est long et qu'on vous vend un miroir sphérique, renseignez-vous sur la valeur de l'ouverture relative. Si l'ouverture relative est de l'ordre de 10 ou davantage, et que le miroir est sphérique et non parabolique, vous pouvez tenter votre chance. Il est dit que en consultant les catalogues d'opticiens, on remarque que les miroirs sphériques F sur D égale 10 sont constamment commercialisés dans des diamètres de l'ordre de 10 cm, notamment, avec une précision garantie de surface d'onde de l'ordre de lambda sur 8. Lambda sur 8, c'est l'exigence que l'on a pour les miroirs paraboliques courts. Donc on peut très bien, sur les télescopes longs, se passer de la parabolisation pour un miroir. Ce n'est pas forcément un critère sur les télescopes très longs d'avoir un miroir parabolique pour avoir de la qualité d'image. Vous avez d'autres types de télescopes que le télescope Newton. Vous avez des télescopes qui combinent à la fois les miroirs paraboliques ou sphériques selon. Alors ici, c'est un paraboloïde ici, et vous avez un secondaire qui est convexe et qui est hyperbolique. Ça, c'est ce qu'on appelle le télescope de Cassegrain. Alors, il pose un problème parce que vous avez un miroir primaire qui va renvoyer les rayons lumineux sur un miroir, mais les rayons lumineux ne vont pas être renvoyés sur le côté comme dans un Newton, ils vont être renvoyés au fond du tube. Ah oui, mais envers le miroir, mince. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir examiner l'image? Il va falloir percer un trou dans le miroir pour laisser passer les rayons lumineux, pour pouvoir y mettre un porte-oculaire, et puis la lentille qui va, enfin le groupe de lentilles, les oculaires qui va permettre d'examiner l'image qui se forme là. Donc c'est encore un instrument qui n'est pas facile à fabriquer parce que, premièrement, il faut percer un trou sans passer le miroir. On a commencé, on lui a donné sa forme, on l'a poli, puis après il faut envoyer un coup de perceuse là-dedans pour creuser le miroir au centre. Donc c'est déjà une complication. D'autre part, il va falloir fabriquer ce truc-là, qui est un miroir hyperbolique. C'est pas forcément quelque chose de facile à faire, surtout que c'est un miroir convexe. Donc c'est une complication pour les opticiens. Pour nous ici, on aurait peut-être la capacité de le faire, sûrement, mais beaucoup moins facilement, je dirais, surtout pour les contrôles et les rectifications, les retouches, que sur un miroir, sur un dispositif simple, comme un télescope de Newton. Le télescope de Newton, c'est extrêmement simple. Vous avez un miroir parabolique, c'est extrêmement facile à fabriquer, et vous avez un miroir plan, c'est extrêmement facile à fabriquer. Là, vous avez un miroir parabolique, facile à fabriquer, mais il faut percer dedans. Et puis vous avez un miroir hyperbolique, et il faut surtout que la combinaison parabole-hyperbole vous donne une image au bon endroit et nette. Voilà. Quelle heure est-il? Ah oui, non? On continue? Oui. Quel est l'intérêt alors? Quel est l'intérêt? Alors voilà, ce type de télescope-là, comparativement au télescope de Newton, a une distance focale très longue, beaucoup plus longue que ça. Là, on est sur des instruments qui sont à peu près F sur 15, alors que là, on a des instruments qui, en moyenne, dans le commerce, sont à F sur 6, 7 ou 8. Pas jamais plus, plutôt moins. Alors, le télescope de Cassegrain, il est employé surtout pour l'observation lunaire et planétaire. Du fait même de la qualité des images fournies, tout simplement. C'est un dispositif optique qui est extrêmement bien corrigé. Ça fournit d'excellentes images au fort grossissement. Alors le fort grossissement est facile à obtenir puisqu'on a une très grande focale. On verra que le grossissement d'un instrument, c'est le rapport entre la focale principale de l'instrument comparée à la focale de l'oculaire. Alors l'intérêt du Cassegrain, justement, c'est que d'entrée de jeu, tout de suite, on a une distance focale de l'instrument principal qui est très grande. Donc les oculaires, en général, les bons oculaires de très bonne qualité sont de focales eux aussi assez grandes, et vous pouvez vous constituer un jeu d'oculaires de très bonne qualité avec un instrument qui devant ces oculaires sera aussi d'excellente qualité. Ce qui vous offre la garantie d'avoir une image à l'observation qui sera d'excellente qualité. Le seul obstacle que vous pourrez retrouver dans ce cas-là, le seul, et ce sera vraiment le seul, c'est la qualité du ciel à ce moment-là. Est-ce que le ciel est agité? Est-ce qu'il y a de la turbulence atmosphérique ou pas? Mais sinon, si les images sont parfaitement calmes, si les étoiles scintillent peu et que vous employez un truc comme ça, sur la Lune, sur les planètes, vous aurez des images parfaitement calmes et avec une définition absolument remarquable. Que vous n'aurez pas de façon équivalente dans un instrument comme celui-là. Le seul compétiteur, je dirais, valable de ce genre d'instrument, c'est le réfracteur de haute qualité.
dans ces deux cas-là, il y a de la collimation. Ah oui. Ah oui, 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 oui. On va y venir. Hein. Oui, oui. Oui, voilà. C'est justement déterminant pour le choix d'instrument pour quelqu'un qui démarre. Voilà, donc je voulais savoir, bon, là j'ai bien compris comment ça se passait dans les deux, mais dans la petite lunette que j'ai empruntée par exemple, c'est comment Alors, en principe, une petite lunette c'est collimatable, mais on n'y touche jamais. Non, c'est pas au niveau de la collimation, mais au niveau de la lumière. Sur la marge des rayons lumineux? Oui. Hop, 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 hop. Ça marche comme, ça marche comme ça. L'instrument que tu as emprunté comprend un objectif qui est comme ça, avec une lentille biconvexe à l'avant, c'est celle que tu vois tout de suite quand tu regardes le bout de la lorgnette, une lentille divergente derrière. Ici, tu as le porte-oculaire au bout du tube, d'accord? Et puis tu examines l'image qui se forme ici avec un oculaire. Et c'est pour ça qu'on voit, j'allais dire à l'envers. Alors oui, l'image se forme, oui. Parce que tu as l'image, comme tu montrais pour l'œil tout à l'heure, ce qui est à droite va à gauche et ce qui est à gauche va à droite. C'est pas exactement l'histoire du chiasma optique, mais disons que c'est une histoire purement optique, purement, à vrai dire, l'œil, c'est vrai que le cerveau redresse l'image parce que l'œil renverse l'image. Oui, mais pas là. Mais l'instrument réfracteur, lui, renverse l'image aussi. C'est le cerveau qui se charge de redresser l'image et de mettre les images à l'endroit. Voilà. Mais si on met devant l'œil un instrument réfracteur, comme celui que tu utilises, qui retourne l'image, à nouveau tu verras une image à l'envers. Donc il va falloir soit mettre en place un dispositif de renvoi pour corriger une partie du problème, soit mettre un dispositif qui soit totalement redresseur, qui permette de regarder comme dans des jumelles avec des images complètement redressées. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Alors, ça, cet appareil que je vous présentais est plutôt destiné à la photographie. On en a un au club, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ça. C'est simplement pour vous dire que quand on forme une image à partir d'un dispositif optique quasi parfait, l'image est toujours courbe. Elle ne se forme pas dans un plan. C'est ça le problème, c'est que tous les instruments, pour tous les instruments, le plan focal n'est pas plan, il est courbe. C'est semblant kikinant, mais c'est comme ça. Le plan focal n'est pas plan, il est courbe. Et il est d'autant plus courbe que l'ouverture relative est courte. Que vous avez, si là on a un truc qui est ouvert à f sur 2, c'est extrêmement court, alors que quand on a un instrument, un casse-grain par exemple, qui est ouvert à f sur 15, la planéité est presque parfaite déjà. Mais dans tous les cas, quand vous achetez un instrument optique, que ce soit une lunette d'ailleurs, ou que ce soit un télescope, vous aurez une courbure de champ qu'il faudra corriger. Alors il y a des correcteurs de champ, c'est ce qu'on appelle des correcteurs de champ, qui sont vendus. C'est à vous de savoir si vous en voulez ou pas, ça a une dépense supplémentaire. Ça coûte, je sais pas, une centaine d'euros, 150 €, et ça vous donne un champ quasiment plan. Ça sert à quoi d'avoir un champ plan? Ça sert tout simplement à éviter que quand vous regardez dans votre instrument et que vous voyez des étoiles, tout le champ, que les étoiles qui sont au centre soient nettes et que les étoiles qui sont au bord soient floues. Ou vice-versa, si vous faites la mise au point sur les étoiles qui sont au bord du champ, ça vous évite que les étoiles qui sont au centre soient floues. Si le champ est courbe, c'est ce que vous aurez malheureusement. Mais si le champ est plan, vous aurez une netteté absolument étendue d'un bord à l'autre du champ en passant par le centre. Quelle que soit la direction vous voyez ce que je veux dire que vous allez parcourir dans le champ. Ce sera net absolument partout. Donc un correcteur de champ, ça sert pas seulement pour la photo, ça sert aussi, on l'utilise en observation visuelle. Moi j'en utilise un systématiquement quand j'utilise un télescope de Newton, comme ça. Je mets toujours un correcteur de champ de façon à ce que quand on observe soit les étoiles, soit la Lune, soit les planètes, surtout sur un instrument qui n'est pas motorisé, on laisse l'objet se balader au travers du champ, il faut rattraper parce que la Terre tourne. Et ben, on peut positionner la planète sur le bord du champ, ce sera net, au centre ce sera net, à l'autre bord ce sera net. Si on met pas le correcteur de champ, au bord ce sera net, au centre ce sera flou, et au bord ce sera net. Moi je veux que ça soit net partout. Et vous aussi, vous voulez ça. Mais ça, voilà, ça implique une petite dépense supplémentaire.
Alors le Schmidt-Cassegrain, alors ça, le Schmidt-Cassegrain, c'est un instrument extrêmement connu dans le monde de l'astronomie amateur. Ça associe le télescope de Cassegrain que vous avez vu tout à l'heure, le principe du télescope de Cassegrain, au télescope de Schmidt que je viens de vous présenter précédemment, qui sert uniquement à la photo. Et ce télescope de Schmidt-Cassegrain, plutôt que de former le foyer image à l'intérieur du tube, il va y avoir un miroir secondaire ici qui va renvoyer l'image comme dans un Cassegrain à l'extérieur du tube par le fond. Donc, ça va permettre de le rendre accessible à la mise en place d'un oculaire pour examiner une image. Voilà. Vous aurez ici à l'entrée une lame déformée, correctrice. Vous aurez ici un miroir, je crois qu'il est sphérique, c'est ça, hein, d'accord. Et puis vous avez un miroir secondaire ici qui est, j'ai plus, hyperbolique. Non, je ne sais plus, sphérique aussi. Sphérique aussi, qui renvoie les rayons lumineux vers le fond. Donc, lame correctrice, épaisseur de verre, chromatisme, miroir primaire, sphérique, miroir secondaire, convexe, sphérique, les rayons lumineux, ils arrivent là, ils se réfléchissent là, et ils vont au fond, et on les examine au plan focal. Alors là, sur un télescope de ce type, le plan focal est presque plan, pas tout à fait. Il y a une nouvelle catégorie, une nouvelle version de ce télescope qui a été conçue il y a quelques années, il n'y a pas tant de temps, qui corrige parfaitement bien l'aberration de la courbure de champ. Vous n'avez pratiquement pas besoin, sauf pour la photographie avec des grands capteurs, vous n'avez pratiquement pas besoin de mettre un correcteur. Pour l'observation visuelle, vous n'avez pas besoin de correcteur, par exemple. Avec un ancien, je dirais, Schmidt-Cassegrain, comme on en a un en bas, hein. Non, on n'en a plus. On en a eu un vieux. Non, on n'en a jamais eu. Ça me manque ça, là, de Schmidt-Cassegrain. Avec un télescope de Schmidt-Cassegrain, je dis ça parce que j'en ai eu un, je m'en suis débarrassé, parce que c'est pas pratique. Enfin, j'ai pas trouvé ça très pratique. Ça se dérègle tout le temps, il faut faire la collimation tout le temps, voilà, vous transportez en bagnole, vous allez passer 1 heure à faire la collimation, vous y êtes presque, mais c'est pour de la photo, vous voulez de la perfection, vous ne l'avez pas. Vous allez passer toute une partie de votre nuit à faire ça, c'est pas bon. C'est pas pour moi. Enfin, je dis pas, il y a des gens qui savent très bien s'en servir, qui sont doués pour les réglages, moi non. Voilà, donc ils utilisent ça avec énormément de succès, tant mieux. C'est un très bon instrument, ceci dit. Très très bon instrument qui corrige très bien. Le voilà. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ça chez le marchand, sur des catalogues ou sur Internet. Voilà. Donc vous avez ici la lame correctrice. Vous avez ici le support du miroir convexe qui est à peu près à ce niveau. Et là, au fond, vous avez le miroir primaire sphérique. Alors ça a quelque chose de particularité, ce télescope. C'est que la mise au point se fait non pas sur un porte-oculaire, mais se fait sur un espèce de bouton qui se trouve, si on ne le voit pas ici, qui se trouve, est-ce qu'on le voit là, qui se trouve normalement sur le côté ici. Vous avez quelque chose qui va permettre de faire avancer ou faire reculer. C'est le miroir qui va avancer, qui va reculer. C'est ce qui va permettre de faire la mise au point. C'est vraiment une particularité de ce type de télescope. Alors, il y a des gens qui sont contents de ce système-là, qui s'en satisfont, et d'autres qui disent bah oui, mais alors le problème c'est quand on utilise ce système-là, ça se décale, ça fait bouger, c'est surtout en photographie, sans maintenant les photographes. Ça fait décaler les images à chaque fois qu'on touche à la mise au point. Alors ils rajoutent un porte-oculaire derrière. Alors Kesako, ça c'est une petite lunette auxiliaire, il y en a pas là-dessus. Petite lunette auxiliaire qui permet tout simplement de faciliter le pointage des astres. On y reviendra, on parlera des accessoires des télescopes, et ça en fait partie. Ah bah tiens, justement, voilà, la molette de mise au point, elle est là, vous voyez, et puis la mise au point ne se fait pas sur ce dispositif-là, la mise au point se fait en poussant ou en tirant le miroir principal, le miroir primaire. Alors vous voyez très bien aussi, ça a été représenté, vous avez des dispositifs de réglage, et d'ailleurs c'est le seul dispositif de réglage qu'il y a sur ce type de télescope, il n'y a que 3 vis à régler, c'est quand même pas grand-chose. Et moi, quand je possédais ce type de télescope-là, j'étais incapable d'avoir une image parfaite, d'avoir un réglage parfait, j'arrivais pas, parce que c'est extrêmement sensible, et j'arrivais pas jamais à avoir une image parfaite. C'est ce qui m'a conduit à abandonner ce type de télescope pour revenir au bon vieux Newton qu'on est capable de fabriquer soi-même.
Enfin, ceci dit, je ne dis pas de mal de ces télescopes-là, je dis encore une fois, il y a des gens qui sont très doués, qui s'en servent très bien. Mais bon, ils sont très doués. Vous avez aussi ce qu'on appelle les télescopes de Maksutov. Ça aussi, c'est assez répandu. Hein. Vous avez des petits télescopes de Maksutov. Alors, ça a été conçu par un certain Maksutov. Il n'y a pas de collimation. Il n'y a pas de collimation. Alors ça, c'est vraiment l'instrument recommandable pour l'observation planétaire. Alors, pas de collimation, ça dépend. Ils sont collimatables normalement, mais ils ne sont pas réputés pour qu'on ait l'obligation de le faire. Ils ont une bonne stabilité. Nous, on utilise, par exemple, en photographie, des Maksutov comme ça. À titre d'objectif, je ne sais pas d'ailleurs où sont les boutons de collimation, je ne les vois pas. J'ai jamais eu besoin de collimater un Maksutov. Maintenant, c'est prévu, on peut le faire, mais pas besoin. Les collimations, il y a 3 vis à l'arrière des télescopes pour collimater le miroir principal. Voilà. Mais dans la pratique, on n'a jamais besoin de le faire parce que c'est extrêmement stable. C'est un gros avantage de ce type de télescope. C'est que c'est court comme un Schmidt-Cassegrain, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça a surtout l'avantage de ne pas avoir premièrement un collimaté, quasiment jamais. Et le deuxième avantage, c'est que ça fournit au foyer ici une image quasi parfaite, sans qu'il y ait lieu de mettre de lentille correctrice, de correcteur de champ. Le champ est presque plein. Si on veut être puriste, hein, si on veut mettre là derrière un grand capteur, alors là, effectivement, il faudra un correcteur de champ. Mais si on se contente simplement d'une observation visuelle derrière ce genre de choses avec un oculaire qui offre un champ assez restreint, pas besoin de correcteur de champ. Surtout que ces appareils-là ont une ouverture relative entre f sur 10 et f sur 15 en général, parfois un petit peu moins, c'est moins fréquent. Eh bien, f sur 10, f sur 15, on a très peu d'aberrations, très peu de courbures. Ça, c'est le type d'instrument que je recommande à quelqu'un qui veut débuter, qui veut du diamètre pour avoir de la lumière, pour avoir de la résolution. Et puis, voilà, quoi. En plus, c'est peu encombrant. Vous en avez dans des diamètres de l'ordre de 100 mm à 120, 150 mm, parfois plus. Plus vous allez monter encore en diamètre, par contre, le prix va grimper très vite. Ça coûte très cher parce que vous avez ici, surtout, c'est ça qui coûte cher, c'est ce ménisque-là convergent. C'est ce ménisque convergent, la lentille correctrice, qui présente ici une pastille réflectrice. Il y a une aluminure qui est mise en place sur une pastille ici. C'est assez compliqué à fabriquer et c'est coûteux. Et malheureusement, bon, voilà, à partir du moment où on atteint la centaine de millimètres, ça va, 120 mm, ça va, c'est abordable. Mais dès qu'on dépasse ces valeurs-là, 127, 130 mm, ça grimpe très vite le prix. Donc c'est ce qui va vous arrêter, hein, si vous voulez un jour un très grand diamètre. Vous irez migrer vers un truc collimatable, hélas, parce que vous apprendrez à faire la collimation coûte que coûte de toute façon. Type d'observation planétaire, il ne faut pas non plus être ayatollah, hein, on peut très bien aussi faire du ciel profond avec ça. Si on a un oculaire par exemple de très grande focale, on aura un grossissement qui sera approprié pour l'observation des objets faibles. À f sur 10, ça peut marcher. Les gens qui ont utilisé les Schmidt-Cassegrain à f sur 10 sans réducteur de focale ont fait des observations d'objets du ciel profond sans aucun problème. Je dirais même pour certains objets du ciel profond, comme les nébuleuses planétaires par exemple, type Dumbbell, type anneau de Lanier ou des choses comme ça, il n'y a pas mieux. Les amas globulaires. Amas globulaires, il n'y a pas mieux. Il y a une richesse, il y a une variété d'objets accessibles par cet instrument et avec une qualité excellente qu'il faut absolument retenir. Même avec le 100 mm. Même avec un 100 mm. Un 100 mm. Alors celui-là, je ne sais pas lequel, c'est un Skywatcher, c'en est un, ça doit en être un. C'est le 127. 127, celui-là. Ça, c'est un excellent instrument, je ne sais plus quel est son prix, mais ça reste un instrument abordable. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est sa compacité, c'est quelque chose qui est très compact. Si vous avez 127 mm ici, vous avez environ 250 mm à peu près pour la longueur du tube, 25 cm, c'est quand même pas énorme. Plus le porte-oculaire, vous allez peut-être aller 27-28 cm de débordement, peut-être du 30 cm si on arrive là. Entre là et là, on a 30 cm, c'est une monture. 30 cm, c'est plus court que ça.
C'est plus court que ça, avec une qualité d'image meilleure. Avantages, inconvénients. Oubliez cette colonne-là, c'est pas notre sujet. Le Newton, lui, là, son avantage, c'est son prix. En plus, on peut le fabriquer facilement, ce qui réduit encore le prix. Inconvénient, c'est un tube qui est ouvert. Un peu moins ouvert que ça, il est complètement fermé ici, mais il est ouvert devant, d'accord? Et parfois, il est même ouvert au fond. Donc, autrement dit, il y a une circulation d'air là-dedans qui est possible, d'accord? Et les remous d'air qui circulent à l'intérieur du télescope déforment l'image. En plus, ça a l'inconvénient de laisser rentrer la poussière. C'est quand même pas très agréable, il faut tout le temps observer, regarder le télescope, quel est l'état du miroir, est-ce qu'il faut le nettoyer, pas le nettoyer, il y a un protocole à respecter pour le nettoyer, il faut être soigneux, ça ne se nettoie pas au tampon-jex, il faut le laisser tremper dans l'eau distillée, nanana, les produits mouillants et j'en passe. Et puis, bon, bah, voilà, enfin, il y en a qui l'ont fait, hein, on a tout ce qu'il faut d'ailleurs ici pour faire ça. Mais voilà, l'inconvénient du Newton, c'est celui-là, c'est que bah, on entre là-dedans comme dans un moulin, les poussières, les insectes, les araignées, tout ça, ça rentre comme ça. Alors la collimation, évidemment, il faut la faire à chaque fois. Vous déplacez un truc comme ça sur le terrain, le simple fait de le transporter en voiture, vous arrivez sur le terrain pour observer, la collimation, elle est foutue, vous êtes obligé de la refaire. Alors la collimation sur un truc comme ça, c'est 3 vis qui sont disposées là au fond, à 120 degrés, 3 vis qui sont disposées, là aussi, d'accord, sur lesquelles il va falloir agir pour aligner les optiques, pour fournir une image correcte. Donc, réglage là, d'abord réglage là, ensuite réglage là. On a des instruments pour nous aider, notamment des lasers qui permettent de le faire, mais il faut le faire. Voilà. Alors que sur un instrument comme le Maxutop juste en dessous, il n'y a pas besoin. Ou rarement besoin. Bon alors, le Maxutop, puisqu'on y est, il est compact, il est transportable, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il est de bonne qualité optique, c'est ce qu'on a dit aussi. Inconvénient, il est plus cher que celui-là, qui est déjà pas donné. Mais bon, si on veut la qualité, bah, il faut mettre le prix un peu aussi. Alors voilà, l'instrument en dessous, bah, c'est l'instrument, la lunette astronomique, hein, c'est la lunette. Alors soit achromatique, c'est-à-dire la lunette à 2 lentilles, celle dont on a vu les schémas pour la description, soit la lunette apochromatique, c'est-à-dire à partir de 3 lentilles. Personnellement, j'exclus de la catégorie des apochromatiques les lunettes à 2 lentilles, même si elles sont de haute qualité. Pour moi, un apochromatique, c'est 3 minimum. Il y en a qui disent que non, je laisse libre de leur choix. Pour moi, par définition, une lunette apochromatique, c'est au moins 3 lentilles. Comme ça, on est sûr de ne pas se bourrer, et on est sûr au moins, quand on choisit quelque chose, d'avoir un instrument de bonne qualité. On va, comment dirais-je, associer 3 lentilles d'excellente qualité, c'est mieux que d'en associer que 2 d'excellente qualité. C'est ça que je veux dire. Et un véritable apo, pour moi, c'est 3. Maintenant, sur les forums, on entend dire que c'est 2. C'est ce qui va... Bref, ce n'est pas une querelle qui va nous arrêter. L'avantage des lunettes astronomiques, c'est qu'elles sont facilement transportables. L'optique est réglée en usine, donc normalement il n'y a pas à y toucher, bien que les dispositifs de réglage sont prévus. Vous avez des dispositifs, on n'a pas de lunettes là, donc ça fait rien. Ici vous avez un objectif au lieu d'avoir un miroir au fond, et puis vous avez 3 groupes de 2 vis qui permettent de pousser et tirer, bon, on va voir comment c'est fait après, qui permettent de pousser et tirer et de faire le réglage de collimation, simplement. Quand il y a lieu de le faire, c'est-à-dire quand votre instrument, par exemple, il a cavané pendant le transport, ou il a subi des trépidations, vous avez fait la route des pavés du Nord en suivant le Paris-Roubaix, bon là évidemment, votre machin, il est réglé, hein, ça c'est certain. Mais si vous êtes soigneux, en principe, vous n'avez pas à y toucher. Je dirais même qu'il y a des variantes de lunettes astronomiques qui sont montées dans un barillet réglable, mais je dirais presque que c'est aussi costaud qu'un Maxutov. Les lentilles sont collées entre elles, elles sont associées par un film de gel, et il n'y a pas à y toucher. C'est réglé en usine, et le fabricant dit d'ailleurs, si jamais vous constatez un problème,
Vous démontez l'objectif, retour usine, on vous le règle, on vous le remplace. On a des fabricants, d'ailleurs, on en a très très peu de fabricants d'instruments de cette qualité. On en a aux États-Unis, oui, on a comment dirais-je, on a, Christine, c'est l'astronomie, astrophysics, qui fabrique d'excellentes optiques. On a Tech qui fabrique d'excellentes optiques également. En Europe, je dis en Europe parce que c'est une fabrication conjointe des différents pays européens. Ça associe des Polonais, ça associe des Hongrois. Le Hongrois, Paljulaj, c'est celui qui dessine les optiques. C'est le même principe, hein, vous achetez un instrument chez eux, dès qu'il y a un problème, c'est retour usine, ils vous le règlent, sans frais, juste les frais de port. Voilà. Et puis vous avez un fabricant qui est extraordinaire, c'est APM. APM Elsos. Alors ça, c'est des lentilles issues de Russie. Hein. Donc, ce sont des experts de l'optique. Hein. Les Russes, ils ont une réputation mondiale. Que ce soit en Russie ou que ce soit d'une diaspora américaine, ils ont une réputation extraordinaire et ils fabriquent certainement les meilleures optiques. Si vous avez des sous à placer et que vous voulez une optique absolument remarquable, ce sera un réfracteur et ce sera une optique de haute qualité d'un fabricant de ce type-là. Forcément. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous êtes sûr d'avoir une excellente qualité pour l'observation planétaire, pour l'observation lunaire. L'observation solaire n'a pas besoin d'une très haute qualité puisqu'on n'a pas des filtres. Vous aurez une excellente qualité également pour l'observation des objets du ciel profond et pour la photographie. C'est l'instrument le plus polyvalent qui soit et qui offre la meilleure qualité. Ceci dit, même cet instrument-là présentera une courbure de champ qu'il faudra compenser par un correcteur de champ. Le champ est toujours court. Mais le champ corrigé, une fois avec un correcteur de champ sur ce type d'instrument, vous n'aurez pas une meilleure image que dans un excellent réfracteur. D'ailleurs, les plus grands nombres d'astrophotographie, mis à part ceux qui utilisent des grands diamètres et qui utilisent des instruments qui ressemblent à ça qu'on appelle des riches chrétiens, la plupart c'est des réfracteurs. Les gens qui utilisent des instruments courts, c'est tout le temps quasiment des réfracteurs. Les meilleures images, celles qui font les concours, parce que les gens qui font les concours, sont fournis par des lunettes. Maintenant, le problème, l'inconvénient, les prix sont très élevés. Hein, voilà. Et ce n'est pas le seul inconvénient. La mise en température peut être un inconvénient, surtout si on a un groupe de 3 lentilles ou 4 lentilles. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'équilibre de température se fasse entre un milieu extérieur qui a une certaine température, mettons qu'il fasse très froid, alors que vous venez de sortir votre lunette, vous l'installez, d'un milieu où c'est échauffé à 15-20 degrés. Donc vous vous retrouvez à 0 degré, il y a une différence de température, pour avoir des images qui soient stables, donc, autrement dit, donc, il n'y aura pas besoin de modifier la mise au point, mais il faut attendre un certain temps que l'équilibre thermique se fasse. Ce sera d'autant plus important qu'il y aura des épaisseurs de verre à traverser, c'est normal. A l'inverse, le télescope de Newton, en plus on peut mettre des ventilateurs là-dessus, la température est équilibrée en quelques minutes. Même pas quelques secondes, je dirais. Alors les filtres, en observation photographique, on les emploie très communément, ce qui ne veut pas dire qu'on les écarte de notre panoplie d'accessoires hein, en observation visuelle. On en a besoin aussi en observation visuelle. Surtout que, je rappelle que quand on va commencer à refaire nos activités de terrain, quand on va retourner sur le terrain, ça risque fort d'être sur le stade de foot, si tout se passe bien. Mais de toute façon, on sera dans un environnement qui sera pollué, qui présentera de la pollution lumineuse. Et on sera gêné par ça. On l'a toujours été et on le sera toujours si on observe à proximité du centre de Kévin. On aura les éclairages publics qui sont là, plus les éclairages de Lorient qui est à 5 km de là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On est dans un environnement pollué, une pollution lumineuse épouvantable, on n'y peut rien. Il y a quand même, quand je dis on n'y peut rien, si on y peut quelque chose, c'est ça. C'est des filtres. On appelle des filtres au secours. Et certains filtres ont pour propriété justement de sélectionner une partie du spectre
de nous laisser passer la lumière du spectre qui nous intéresse et d'empêcher la lumière provenant des éclairages publics, notamment les éclairages au sodium, les éclairages orangés, de passer. Ça enlève déjà pas mal de pollution lumineuse. L'enjeu, quand on regarde un objet au travers d'un instrument, on voit l'objet qu'on veut regarder, mais on a un fond de ciel qui est très lumineux. Lumineux, pourquoi? À cause de la pollution lumineuse. Si on met le filtre qui empêche la pollution lumineuse de passer, on verra le même objet, mais avec un fond de ciel beaucoup plus sombre. Donc, au final, l'objet, on le verra beaucoup mieux, simplement par effet de contraste. Voilà comment se présente un filtre. Un CLS, bon, un CLS, par exemple, c'est un filtre qui est destiné justement à compenser la pollution lumineuse et à faire ressortir certains détails. Ça laisse à une bande, c'est ce qu'on appelle une bande passante, ça laisse passer une partie du spectre, ça va interdire le passage d'une partie du spectre lumineux. Hein, vous savez, les couleurs de l'arc-en-ciel que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc ça sélectionne ce qui nous intéresse et ça met de côté ce qui nous embête. Alors ça se visse, on le voit en gros, mais ça se visse là. Il y a un petit filetage à l'arrière de l'oculaire. Voilà, dans l'oculaire. C'est fait pour recevoir des fils que vous vissez. Et une fois que vous avez mis, ben voilà, vous avez pointé votre nébuleuse, vous ne voyez pas bien, c'était pas très visible. Là, vous regardez, et puis, il me semble si elle est bien noire, puis là, on le voit bien. C'est le but du jeu. De toute façon, vous savez, on fera l'expérience. On fera l'expérience, on fera plusieurs expériences d'ailleurs. Je vous le dis maintenant, un scoop. J'ai prévu, moi personnellement, d'emmener mon matériel. Donc j'emmènerai une monture motorisée sur le terrain. Et sur cette monture motorisée, j'installerai en parallèle, côte à côte, deux instruments, deux réfracteurs, deux lunettes, qui fourniront le même grossissement. Les deux auront le même champ et le même grossissement. Les deux oculaires auront le même champ apparent. Et les grossissements sur les deux lunettes seront les mêmes. La différence entre les deux lunettes, c'est le diamètre, ce ne sera pas le même diamètre. Donc on aura une ouverture relative qui sera très courte pour l'une, et une ouverture relative qui sera très longue pour l'autre. On verra les effets produits sur le fond de ciel. Dans quel cas le fond de ciel va être plus sensible? Est-ce que c'est dans le court ou est-ce que c'est dans le long? Nous verrons bien, et comment on arrive à pallier le problème. Donc c'est ce que je vous disais. Sur un filtre, vous avez une bande passante, donc vous allez faire passer des rayons lumineux dans le bleu, vous allez faire passer des rayons lumineux dans le bleu et le vert, vous allez faire passer un peu dans le vert et le jaune, et puis là où ça passe pas, c'est aux endroits où se trouvent les éclairages publics. Puis après, vous avez le rouge qui va passer pour vous laisser regarder les nébuleuses. Ça c'est la bande passante typique d'un filtre. Alors ça c'est le IDA, c'est le PSP2. Il est très bien, hein, c'est un très très bon filtre et puis très recommandé pour ceux qui veulent à la fois faire de l'observation visuelle et aussi de la photographie. C'est un filtre un peu universel. Claude, il y a une question à poser. Je parlais d'éclairage au sodium, c'est ce qu'il y a le plus actuellement. Et de plus en plus, par contre, de l'éclairage à LED. Ah, alors ça pose un problème en effet. Alors ça pose un problème, mais je pense qu'il est facilement contournable à condition que les élus comprennent le problème et fassent ce qu'il faut. Parce que l'inconvénient d'un éclairage au sodium, c'est que c'est très lent à se mettre en route et c'est très lent à s'éteindre. Alors qu'un éclairage à LED, c'est comme chez vous à la maison, si vous en avez, ça s'allume et ça s'éteint instantanément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme dans votre jardin, vous pouvez mettre en place un détecteur de présence, une série de détecteurs de présence sur le trajet, j'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus, réalisée en Belgique, et la Belgique peut assez copieusement éclairée. Vous pouvez mettre sur tout le trajet d'un piéton, d'un cycliste, d'une automobile, une série de détecteurs associés aux éclairages publics qui accompagnent le véhicule, c'est-à-dire que vous avez l'éclairage public qui éclaire la route devant le véhicule ou devant le piéton, et une fois qu'il est passé, au bout de 2-3 minutes, ça s'éteint. Il n'y a plus de lumière. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Alors maintenant, il faut travailler au corps les élus, justement, pour installer des systèmes comme ça. Ça a un coût. Ça a un coût, mais ça a aussi une rentabilité. Ça
C'est-à-dire que quand la lumière ne fonctionne pas, il n'y a pas de dépense. Il faut voir quel est le seuil de rentabilité de ce truc-là, en combien de temps la dépense est amortie. Mais après, tu te trouves confronté aux riverains qui veulent de la lumière en permanence. Ah ben ils en ont dès qu'ils sortent de chez eux. Ils sont détectés par le détecteur, ça s'allume. Ah oui, aussi. Voilà. Si jamais il y a un malfrat qui passe, bah, ça va s'allumer. J'ajouterais même pour lui faciliter la tâche, parce que comme ça, il voit où se trouvent les machins. Mais oui, mais c'est les idées reçues. Ah oui, mais il faut surtout que ce soit... Voilà, parce que sinon, on va avoir des malfrats qui vont arriver. Ah oui, mais si on leur éclaire le trou de serrure, ils vont y aller au trou de serrure. Ils ne pensent pas à ça. À Clore-Carnoët, dans un quartier... pourtant, c'est des vieilles maisons. C'est pas très loin de chez moi. Parce que j'en ai discuté avec le chef des services techniques, là, que j'avais pour le coup. Et donc, je lui disais, mais voilà, les lampadaires, on pourrait peut-être les éteindre et tout ça. Mais pas pour la nuit des étoiles, hein, c'est pour autre chose. Mais il dit, ben voilà, dans ce quartier, on aura fait la proposition suivante. Ou on vous met des lampadaires, ou on vous passe tous les fils électriques et téléphones au souterrain. Vous choisissez. Bah, pas eu photo, hein. Ils ont choisi tout le souterrain. Pas du lampadaire. Comme quoi, des fois... Ah oui, mais bon, il y a l'exposition aux intempéries, il y a toute la maintenance qu'il peut y avoir sur les fils électriques, donc ils veulent s'affranchir de ça. Ils veulent plus avoir de coupure. Oui, mais c'est les habitants qui ont choisi. Ah bah, oui. Alors qu'ils réclamaient, moi, vous qui êtes venu chez moi, j'ai mon voisin qui est juste à côté, l'emmerdeur. Il m'a avoué qu'il avait demandé en mairie à ce qu'il y ait un lampadaire devant chez lui. Ah oui, non, mais il y a des matchs. C'est-à-dire qu'il y a 30 mètres de façade, il y en a un à côté. Il y a des tarés. Moi j'appelle ça des tarés, carrément. Alors il râle parce que ça ne lui a pas été accordé. Ah ouais, bah, je suis bien content que je peux Ouais, mais tu vois, à Kévin, il s'est posé beaucoup de questions aussi, puis le maire a entendu de tout. Mais ça fait rien. La plupart des lampadaires de Kévin, en dehors des grandes routes, sont éteints à 23h en hiver, à minuit en été. Et ça n'a pas été remis. Donc, et personne ne dit rien. Depuis maintenant. Non, depuis un certain nombre de... C'est une décision qui avait été prise et ça a râlé déjà, puis maintenant personne ne dit rien. Parce que c'est pas gênant du tout, en fait. Bah, moi je dirais c'est gênant. LNCA, ils ont eu le même problème. Moi je dis c'est gênant qu'il n'y ait pas d'éclairage public pour qui à certaines heures. C'est gênant pour les cambrioleurs. On leur coupe la lumière, ils ne voient pas où ils vont, ou alors ils sont obligés d'avoir une lampe et d'être repérables. C'est embêtant. Oui, d'ailleurs, moi j'avais lu un article dans une ville, je ne sais plus laquelle, où ils avaient pris la décision de couper les éclairages publics après, j'envoie 3 heures ou un truc comme ça. Et bien en fait, la criminalité a diminué depuis qu'il n'y a plus d'éclairage public. Sécurité. Mais j'ai vu sur le site internet d'Arte concernant l'émission Vox Pop. Vox Populaire, Vox Pop, et il y a une émission de 20 minutes à peu près sur le sujet qui confronte un mec qui est contre la pollution lumineuse. Il y a un ingénieur anglais qui promeut des lampadaires intelligents. C'est ça. Oui, non, mais c'est au point et ça fonctionne. Je pourrais te montrer une vidéo là-dessus. C'est fait en Allemagne. En Allemagne, il y a des quartiers qui sont comme ça. Voilà, ça ne m'étonne pas. Et c'est une situation que j'aimerais voir se généraliser, tout simplement parce que ça satisfera tout le monde. Quant au coût, alors je ne le connais pas. Je ne sais pas du tout, c'est la question que tu posais, est-ce que ça coûte cher? Sans doute que ça a un coût, rien n'est gratuit. Maintenant, quand vous voulez l'installer chez vous individuellement dans l'allée qui mène de votre portail à votre garage, je ne sais pas si ça coûte une fortune, mais je ne suis pas persuadé. Maintenant, c'est tellement couru, tellement fabriqué que finalement on peut arriver à avoir des dispositifs qui sont à des prix abordables. Les automatismes, les réglages, tous ces machins-là, bon, c'est peut-être ça encore qui peut peut-être à la limite coûter, j'en sais rien, pas sûr, parce que c'est de l'électronique, ça ne coûte pas cher non plus. Le personnel pour s'assurer de le faire, oui, peut-être.
Mais c'est tout, hein. Sinon, non. Je pense, alors, quel qu'en soit le coût et quelle que soit l'origine du coût, de toute façon, c'est pas seulement le côté recette qu'il faut voir, c'est le côté dépense qu'il faut voir, c'est aussi le côté recette. C'est-à-dire que si on éteint, et une bonne partie de la nuit, si ça ne s'allume pas, ça fait une économie. Et pas une petite économie. Je pense qu'on a très vite fait de rentabiliser le système si le système fonctionne bien, si ça reste éteint longtemps. Bon, si on a des fêtards qui n'arrêtent pas de passer dans la rue, évidemment, ça va être tout le temps allumé. Mais si on est dans un quartier tranquille, qui d'habitude était éclairé, et qui d'un seul coup ne l'est plus, c'est là qu'on va commencer à faire des économies. Et donc, on va rentabiliser un système comme ça. Et à terme, moins de consommation d'énergie et donc moins d'incidence sur voilà, pour la planète. Encore que chez nous, bon, c'est du nucléaire, c'est pas de l'énergie carbonée de l'électricité. Non, parce que c'est pas le propos, on pourra discuter de ça. Alors, instrument d'astronomie, car c'est un instrument d'astronomie, les cartes et les atlas. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande d'acquérir au plus vite, si vous n'en avez pas. C'est une bonne carte du ciel et un atlas. Les deux. La petite carte du ciel mobile va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la voûte étoilée. En plus, en établissant par réglage l'heure et la date de l'observation. Donc vous verrez dans un écran de forme ovale sur la carte l'aspect du ciel à l'instant donné, à la date donnée et à l'heure donnée, ce qui est déjà une très bonne chose. Vous avez l'atlas du ciel qui va vous permettre d'isoler là où les constellations. Vous allez avoir deux constellations sur une seule et même carte, on va le voir ensuite. Et puis vous avez des outils modernes comme par exemple les cartes du ciel qui sont présentes sur les smartphones. Ça c'est intéressant aussi parce que vous prenez le smartphone, vous le secouez un peu pour faire jouer le gyroscope, voilà, pour que ça fonctionne bien. Vous avez instruit vos coordonnées, voilà, GPS, vous mettez le GPS en route et puis il vous dit vous êtes là, donc le machin, il vous montre le ciel de là où vous êtes. Génial, vous baladez votre truc, voilà, vous vous orientez, tiens, là, un truc brillant, c'est Jupiter, c'est affiché. Sur le machin, c'est Jupiter. C'est Saturne. Voilà. Là, vous pouvez faire votre tour du ciel comme ça grâce à ce genre d'outil. Il n'y a pas un gyroscope sur tous les... Effectivement. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de souci quand on l'a. Il suffit de se déplacer soi-même. Voilà, la seule chose qui peut se produire si on a un mauvais étalonnage, c'est qu'on a une imprécision sur l'orientation de la carte du ciel du smartphone. Alors une carte du ciel générale, ça peut se présenter comme ça. Ici c'est un astrolabe, tout simplement. Vous avez toute la région de ciel visible, et puis la région du ciel qui est sous l'horizon. L'horizon étant représenté par cette ligne courbe. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors ça c'est un ancien modèle, il y a des modèles qui sont quand même beaucoup mieux et beaucoup plus perfectionnés, comme celui-là. Alors ce que je vous disais, ça vous représente l'aspect du ciel dans ce périmètre-là, à l'intérieur de ce périmètre-là, donc tout ça, c'est l'aspect du ciel étoilé que vous avez le 20 février au soir, à 19h30. D'accord ? Voilà. Donc, vous jouez avec vos machins pour voir quel ciel on a à telle date, nanana. Ça, c'est très pratique. Très, très pratique. Ça vous donne une vue d'ensemble du ciel, tel que vous le verrez, en fonction des heures et en fonction des dates. J'en ai rien, je conseille de prendre un grand. J'en ai rien de cette taille-là. Non, il faut prendre du grand. Alors, il faut se méfier. Il faut se méfier d'une chose, simplement d'une petite chose. Bon, ça, si vous avez du mal avec des instruments bien gradués mais bien complexes pour la lecture, prenez un truc un peu moins gradué, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'une très grande précision après tout. Mais surtout, faites attention à ce que ça soit bien protégé de l'humidité. Parce que vous allez l'utiliser dehors, et si c'est du papier imprimé, ça va vite devenir de la bouillie, votre machin il va se gondoler, vous allez le remettre au chaud, ça va être encore pire. Enfin bon, bref, votre carte du ciel, elle ne va pas durer longtemps. Alors que si vous prenez un truc en plastique, c'est pas très écolo,
Et si vous prenez un truc en plastique ou si vous prenez un papier plastifié dans la pâte du papier, alors là, vous aurez quelque chose qui ne va pas se déformer avec l'humidité et avec les variations de température. Vous aurez quelque chose qui restera toujours. C'est important parce que c'est une carte mobile. Donc il s'agit que ça reste mobile. S'il y a une déformation qui interdit la mobilité, c'est quand même embêtant. Et il faut éviter les inscriptions aux lignes rouges, puisqu'on utilise de la lumière rouge, évidemment, du rouge sur du rouge. Ce qui est une vous ne erreur. voyez Là, plus. là Voilà. ça ne doit pas être très visible avec une lumière rouge. Hein. On est tout à fait d'accord. C'est un défaut de cette carte-là. Donc ça qui vous donne une vue, ce type de choses, cet astrolabe moderne, qui vous donne une vue d'ensemble du ciel, avec des orientations cardinales, ouest, nord, ouest et sud. Voilà. Donc là, si vous êtes tourné vers le sud, vous orientez votre carte comme ça, et puis vous voyez, par exemple ici, c'est le moment où on voit Orion qui passe au Méridien. méridien. Voilà. Orion passe au méridien, c'est-à-dire qu'il culmine dans le ciel, et à partir de là, avec le temps, il va commencer à décliner, il va commencer à descendre, puis aller se coucher, comme le font la Lune, comme le font le Soleil, les planètes. Pareil. Un autre type, qui ressemble d'ailleurs comme de gouttes d'eau, et qui vous explique justement comment ça fonctionne. Mais ça, je vous le laisserai découvrir vous-même. Vous faites l'acquisition de ça, et on en reparle sur le terrain. C'est encore le mieux, c'est de le pratiquer. L'astronomie, c'est une activité pour nous, en tout cas, qu'on fait sur le terrain. Vous avez ça qui ne sert absolument à rien, sinon à faire joli dans une chambre ou dans un salon. Si ça vous plaît dans un salon, moi, je ne mettrai pas ça. J'ai beau avoir la passion de l'astronomie, je ne mettrai pas un truc comme ça. Mais bon, voilà, alors c'est une représentation des constellations, elles sont bel et bien là, mais vous avez des figures allégoriques. Par exemple, vous avez le cygne qui est ici avec les ailes déployées. Voilà. La représentation allégorique se représente à la figure qui représente la constellation elle-même. Ce qui fait que quand tout ça s'enchevêtre, on est un peu paumé. Voilà. Dans la chambre, quand tu es bourré, ça t'aide. Ah oui, tu arrives peut-être à mieux les séparer, ça c'est possible. Oh, bourré dans une chambre. Et alors voilà ce que je recommande, à tout prix, pour accompagner la première, prenez les deux. La mobile plus ça, c'est l'Atlas. L'Atlas illustré. Alors là, je vous le présente dans sa version ancienne et dans sa version récente. D'accord? Moi, je possède les deux. Si jamais, chez un bouquiniste quelconque, vous arrivez à trouver la version ancienne, sautez dessus. Parce que la représentation des cartes qui est à l'intérieur est beaucoup plus agréable que là. Par ailleurs, le bouquin est épais, il est relié. Alors que celui-là, il est broché, collé. Donc quand vous voulez ouvrir, il faut tirer là-dessus, ça forme, vous savez, les pages qui font ça. Là. Alors que là, non, les pages, elles sont à plat. Vous ouvrez, ça forme, au niveau de la pliure, ça forme un machin, voilà. Et votre bouquin, il est bien à plat, quelle que soit la page ouverte. Voilà, je vous l'ai dit au début, on va essayer de mettre en avant tout ce qui donne du confort. Et bien, même pour un instrument comme celui-là, un atlas bien fait, bien construit, mécaniquement même, c'est préférable à quelque chose qui est presque aussi bien, mais pas tout à fait. Donc voilà, si vous trouvez celui-là, prenez celui-là. Si vous ne le trouvez pas, prenez celui-là, il est très bien aussi, on le trouve en paire. Et vous avez des atlas qui sont alors très complets. Alors, à la prochaine nuit. Vous avez des atlas qui sont très complets. Très très complets. Alors, là je vous ai mis un atlas assez ancien qui a été édité par la Société astronomique de France, qui s'appelle la Revue des constellations. Nous ici, quand on fait comment on appelle ça, les chemins du ciel, on utilise des atlas comme ça, avec des cartes également. Il y en a à l'intérieur de ces atlas. Et ça ressemble parfaitement à ça, il y a quelques petites différences, mais le principe est toujours le même. Le but du jeu, c'est de vous donner des cartes détaillées, des constellations. Ici, j'ai mis la carte de la Vierge. Alors, ça vous montre évidemment les étoiles principales, mais ça vous montre aussi quelques petites particularités, comme par exemple les étoiles doubles, étoiles soulignées d'un trait. Il y a toute une nomenclature d'ailleurs qui est mise dans le cartouche ici, en haut à gauche. Ça vous représente également la luminosité des étoiles, ce qu'on appelle la magnitude
par des points de taille différente. C'est un peu comme sur une carte de géographie, les villes de moyenne, de grande importance ou de très grande importance. C'est exactement le même principe. D'accord? Donc c'est très pratique, parce que quand vous avez affaire à un gros point, vous savez tout de suite que vous avez affaire à une étoile très brillante. Voilà. Et puis ça vous représente aussi, c'est toujours dans le cartouche, voilà, les galaxies, par exemple. Les galaxies. Ça vous représente, est-ce qu'il y en a là-dessus? Peut-être pas sur cette carte-là, non, mais j'en ai une autre. Ça vous représente aussi, alors la carte du taureau, ça vous représente aussi certains grands amas, donc là où il conseille de voir les détails, donc voilà, les Pléiades, avec le nom les noms des étoiles des Pléiades. Et puis un certain nombre d'étoiles que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les photos, hein, c'est assez fidèle. Alors, j'ai mis volontairement cet atlas-là parce qu'il a été établi par l'observation, le dessin. Ce sont 3, 4, 5, je sais plus, 4 ou 5 personnes qui se sont chargées de dessiner les cartes. Comme il existe d'ailleurs des atlas de planètes et il existe des atlas de la Lune qui ont été établis, dressés par le dessin. C'est là qu'est tout le mérite, parce que ça veut dire qu'on se colle l'œil à l'oculaire, n'est-ce pas? Et on essaie de reproduire aussi fidèlement possible la carte du ciel telle qu'on la voit. Avec l'emplacement de chaque élément dans une précision aussi grande que possible. Quand on a établi ces cartes-là, les systèmes de graduation qui permettaient de positionner les éléments sur la carte, c'était des cercles gradués. On n'avait rien d'autre. Aujourd'hui, on a des outils informatiques sur les télescopes qui font qu'on ne peut pas se tromper. Là, on avait simplement une couronne graduée sur chaque axe, d'accord? Et puis, c'est tout. Avec un vernier éventuellement, comme sur un pied à coulisse pour avoir de la précision, mais c'est tout. C'est tout ce dont tout ce qu'on avait en main. C'est-à-dire que vous regardiez par exemple, où est-ce qu'il y en a? Là, par exemple, vous vouliez voir cette étoile double là, effectivement, vous la pointiez, mais il fallait ensuite la placer sur la carte. Donc, autrement dit, il fallait connaître ses coordonnées. Hop, lecture sur le machin. C'était comme ça que ça se passait. Donc, beaucoup de temps, beaucoup de mérite. Surtout pour obtenir un résultat comme celui-là. Quand on regarde les cartes beaucoup plus modernes, qui sont faites donc forcément avec des moyens beaucoup plus modernes, on s'aperçoit qu'on était dans les clous. Alors, attendez. Oui, sur une carte d'un atlas, vous remarquez une chose quand même qui est très importante. Vous avez des lignes verticales, ici, là, là, là. Vous avez des lignes verticales et des lignes horizontales. Là, là, et puis là. Ces lignes verticales et ces lignes horizontales, elles sont graduées. Vous le voyez très bien. Ici, 0 degré. On va peut-être mieux sur l'autre carte. On va monter sur l'autre. Voilà. Vous avez ici 0 degré, moins 10 degrés, moins 20 degrés. D'accord? Et au-dessus de 0 degré, vous avez plus 10 degrés, etc. Ça, vous voyez que ce sont des lignes parallèles. C'est équivalent aux parallèles que l'on a sur la carte de géographie, tout simplement. C'est la même chose. Et ça a le même usage. C'est une des coordonnées qui permet de reconnaître et de positionner n'importe quel astre dans le ciel. Et puis les lignes verticales, c'est l'autre coordonnée qui permettra de positionner le même astre dans le ciel. Par exemple, un astre qui se trouve là, ou même encore ici, on va le prendre autant de maintenant, prendre un ici. Est-ce qu'il y en a une intersection? Oui, l'étoile qui est là, tenez, elle est presque à l'intersection. Elle aura pour coordonnée 13 heures pratiquement, et moins 20 degrés. 13 heures, moins 20 degrés. Quelle heure est-il? 18h40. Bon. 13 heures, moins 20 degrés. On va arrêter là après. 13 heures, moins 20 degrés. Et pareil pour toutes les autres. Vous allez pouvoir, à partir d'un dispositif de graduation, avoir la possibilité de mesurer sur la carte elle-même le positionnement en ligne verticale et le positionnement, grâce à cela, en ligne horizontale. Donc vous allez pouvoir, pour chaque étoile du catalogue, pour chaque étoile de la carte, retrouver ses coordonnées.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins maintenant avec les systèmes de pointage automatique. Et je dirais même que pour trouver un astre dans le ciel, on n'a même pas besoin d'un système de coordonnées. Nous, ce dont on se sert le plus souvent, c'est l'aspect, la forme. Voilà. On veut observer, je ne sais pas, moi, par exemple, l'amas de galaxie de la Vierge. On sait qu'il va être près d'Epsilon Vierge et qu'il va être du côté précédent. Voilà, on part ici. Donc on va pointer son télescope ou ses jumelles dans ce coin-là, et puis on va aller à droite. Et on va tomber dessus. Sans se servir du système de coordonnées. Simplement par reconnaissance des figures géométriques des constellations. C'est ce qu'on fait le plus communément. C'est ce qui est le plus pratique. Même chose, hein, les Pléiades, vous avez Persée qui se trouve là au-dessus. Si vous connaissez la forme de Persée, c'est au bout d'un grand arc. Et vous tombez forcément sur les Pléiades. Ou alors sinon, vous prenez les Hyades qui sont ici avec Alpha Taureau, l'étoile Epsilon Taureau, et puis vous prolongez Epsilon Oméga Taureau vers les Pléiades aussi. Ça marche également. C'est des alignements que vous faites. C'est beaucoup plus rapide que de se servir d'un système de coordonnées, vous y passerez beaucoup moins de temps. On va peut-être arrêter là. On reprendra, on se souviendra qu'on est arrivé finalement à l'explication des cartes du ciel. Voilà. Merci Claude.